Ça, c'est de l'imposture. La vraie imposture, c'est du côté du MRC. Tout le monde entier a vu que vous avez fraudé. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 92? Un coup d'État pour décaler ceux qui avaient gagné. Ils sont prêts à le refaire en 2025. Ce n'est pas la campagne, ce sont des effervescences pré-campagne. Maintenant, il faut aller du côté des intérêts. Qui a intérêt dans cette affaire? Posons-nous aussi une bonne question, Sepiro. Pourquoi, dans les mêmes cas dont tu fais mention, les mêmes sont les accusés et ce sont les mêmes qui sont les défenseurs? Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de votre podcast. Vous le savez déjà, c'est 237 Story. C'est l'endroit où il faut être connecté pour prendre les bonnes informations. Eh bien, aujourd'hui encore, et on a l'habitude de le dire avec tous ceux qui sont connectés, eh bien, c'est une panoplie de sujets, mais surtout de très, très excellents invités en leur qualité, en leur rang, qui sont là pour pouvoir croiser le verbe. Aujourd'hui, alors, avec tellement de sujets au Cameroun, on a envie de vous dire que c'est une occasion spéciale de recevoir sur notre plateau aussi bien les personnes du PCRN, ceux du MRC, du RDPC et ceux de la société civile. Une édition donc spéciale qui sort du lot avec 3 sujets. Alors, au programme, en politique, aujourd'hui, une candidature consensuelle de l'opposition camerounaise est-elle possible pour les élections du 12 octobre prochain? On se pose la question et on essaiera de trouver des réponses avec nos invités. On parle aussi en opinion, les autorités traditionnelles et religieuses doivent-elles agir en politique? C'est une grande question en ce moment où elles font la ronde du côté du palais des Toudi. Et enfin, on va parler en sujet de société qui remoue le Cameroun en ce moment, c'est l'assassinat de la TikTokeuse Merveille Mbella. Le Cameroun devient-il un lieu de non-droit avec des enquêtes à n'en plus finir? Question posée sur la table ce soir et pour répondre, on a des invités. D'abord, Martial Gonon, il est activiste, il est surtout membre du PCRN. On espère le rejoindre en cours d'émission, mais on a surtout celui-là qui est déjà là. C'est Kemoun, tout simplement, il est le responsable, ou du moins communicant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il a accepté notre invitation ce soir et j'ai envie de commencer en lui disant bonsoir à toi, Kemoun, et bienvenue au débat. Bonsoir et merci une fois de plus, n'est-ce pas, de me convier à cet échange. Et c'est surtout, n'est-ce pas, de façon amicale que j'accepte cette invitation, au-delà, n'est-ce pas, de la casquette de militant du MRC que je peux arborer et communiquant, en fait. C'est avec plaisir en tout cas que l'on te reçoit. J'ai envie de recevoir aussi un deuxième panéliste et pas des moindres. Il a fait quelques semaines sans être avec nous, mais ce soir il a vraiment répondu présent. C'est Pierrot, bonsoir et bienvenue au débat aussi. Bonsoir CWK, bonsoir au panel et à nos nombreux auditeurs de par le monde. Bonsoir. Et celui-là qui ouvre, qui ferme généralement le débat en attendant que les autres bien sûr nous rejoignent, c'est tout simplement Chicharito, à qui je dis bonsoir et je souhaite aussi la bienvenue à ce chemin de croisée du verbe et de la parole. Merci Cédric, bonsoir également à tous mes copanélistes. Je profite également de l'occasion que tu m'offres pour saluer tous nos nombreuses auditrices et nos nombreux auditeurs. Merci une fois de plus pour l'invitation. Et on ne manquera pas de passer notre coucou à Joe, qui est consultant également, ou bien à AG, celui-là que je surnomme toujours le Nkunkuma, tout simplement pour ceux qui ne sont pas camerounais, c'est pour dire le chef. Le boss ici, hein, si on va dire comme ça, du côté des 237 Story, eh bien, on espère qu'ils nous rejoindront en cours d'émission. Alors, c'est une occasion particulière parce qu'aujourd'hui, on va parler de politique et d'opinion, mais surtout de société. On va lancer avec le premier sujet en politique. Est-ce qu'une candidature consensuelle de l'opposition est possible? Voilà la grande question qu'on a envie de poser. Mais je vais commencer par toi, Kemoun. Est-ce que actuellement, déjà, le MRC a droit de parole sur la scène politique camerounaise avec tout ce qui s'est passé du côté du Conseil constitutionnel? Bon, est-ce que le MRC a droit à la parole? Certainement. Je crois que tous les Camerounais attendent bien l'intervention du président Maurice Kamto par rapport à un potentiel soutien, mais au-delà de ça, les militants du MRC restent des citoyens camerounais, donc de ce fait, certainement, ils doivent se prononcer soit pour un potentiel boycott, soit pour un
un ralliement, un soutien à un candidat. Dans tous les cas, toutes les opportunités sont sur la table. Donc, sur ça, on ne peut pas dire que les militants du MRC ou le MRC ne puissent pas se prononcer sur des faits politiques qui concernent leur pays. Mais, et là, je ne sais pas si c'est un lapsus ou c'est fait exprès. Tu as dit président. On sait tous que Maurice Kamto a démissionné du MRC, donc normalement, il n'a plus. Enfin, il ne parle plus en tant que président du MRC, puisque c'est le président actuel par intérim, c'est Mamadou Mouta. Mais juste comme ça, est-ce que dans quelques jours, le MRC, ou bien plutôt le candidat recalé Maurice Kamto, peut être le faiseur de roi? Il n'est pas le faiseur de roi, il est le roi. Vous savez, cette attitude ou ce discours de faiseur de roi voudrait minorer son impact sur la scène politique. Mais il a à reconnaître qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le roi. Et si le moment venu, il peut avoir à désigner quelqu'un d'autre qui puisse, n'est-ce pas, challenger, puisque les institutions dévouées de leur réelle attitude ont bien voulu qu'il ne soit pas de la partie. Bon, le moment venu, on verra. Maintenant, de ce qui est de l'appellation de président, vous savez, ça reste quelque chose qu'on va porter à vie. Il a été président du MRC, bien qu'il ne soit plus statutairement aujourd'hui, il restera président. Donc, ce n'est pas un lapsus en soi que de l'appeler président. Voilà qui est dit. Peut-être que je ne poserai plus la question parce que là, c'est assez bien expliqué. Alors, juste comme ça pour toi aussi, c'est Pierrot, est-ce que avec tout ce qui s'est passé du côté du Conseil constitutionnel il y a quelques jours, est-ce que actuellement on a besoin d'une grosse machine de la part de l'opposition camerounaise? Est-ce qu'on a besoin de se mettre ensemble pour battre le RDPC? CWK, merci pour la question. Oui, je pense qu'on a besoin, dans un monde idéal, on a besoin de se mettre tous ensemble pour faire tomber le RDPC. Mais je pense que dans la réalité, ça n'arrivera pas. Dans un candidat consensuel, si je peux embrayer directement, on ne trouvera pas. Je pense que c'est un faux débat qui ne nous conduira pas. On pourra avoir des plateformes qui vont se créer, on peut avoir des groupes qui vont se former, des alliances qui vont se faire, mais dire qu'on aura un seul candidat de l'opposition, ça ne se fera pas. Et pour revenir au cas du professeur Maurice Kamto, qui a été mis à l'écart de ces présidentielles, je ne dirais pas que c'est le faiseur de roi, mais je dirais que je l'appelle le game changer. En fait, Maurice Kamto a une base. Il a une très forte base. Il a des militants qui sont focus, qui respectent les consignes. Donc, c'est un game changer. Son mot est attendu. Vous allez voir, depuis qu'on l'a éliminé, plusieurs lui font les yeux doux. Lui ne parle pas. Il ne va pas vers les plateformes. Elles viennent à lui. Donc, il a son mot à dire dans cette élection qui approche. Bon, bien, on sait, bon, sûrement il a son mot à dire en tant que candidat quand même assez populaire, mais loin de cette popularité-là, il y a ceux qui actuellement font aussi la une. Il s'agit notamment de Issa Chiroma Bakari ou même encore de Bello Bouba Maïgari qui ont eu quand même des réunions il y a encore 3 jours du côté de Yaoundé. Est-ce que de ces différentes réunions-là, on va dire que la montagne n'aura accouché que d'une souris? Est-ce qu'on ne croit pas véritablement à une grande force, une coalition qui pourrait être l'axe nord ouest, comme on est en train de nord-sud, pardon, comme on est en train d'évoquer depuis quelque temps? Non, comme vous dites, ils se sont rencontrés, mais nous n'avons pas de réelle information sur ce que ça a donné, leur causerie politique et autres. Nous n'avons aucun résultat. Donc, une formation axée. On va sans te couper, hein, juste pour te relancer. On a vu Flambeau Ngayab qui est je crois, le directeur de campagne de l'UNDP, mais on a vu également le directeur de campagne du FSNC qui se sont rencontrés et on a eu l'impression que c'était après que les deux présidents, Chiroma et Bello, se soient rencontrés et ça, on va dire, c'est une certaine avancée peut-être au niveau de la programmation qu'ils sont en train de mettre sur pied. Est-ce que véritablement ces deux partis ne peuvent pas remporter quelque chose, du moins être déterminants pour le vote du côté du Nord? Comme je vous l'ai dit la dernière fois où j'ai participé, ces gars, tu parles bien du Nord. Tu parles du Nord. Donc, dans le Nord, ils feront certainement un bon chiffre. Mais comme je vous disais aussi, ils ne sont pas seuls dans le Nord. Il y a d'autres autorités dans le Nord. Il y a d'autres pôles dans le Nord. Et dans le Sud,
ils font avec dans le sud, puisque je ne pense pas que l'UNDP ou le FSN se soit beaucoup implanté dans le sud du pays, dans le centre aussi. Or, on a besoin de toutes ces zones-là pour pouvoir faire de bons chiffres, battre Paul Biya. Oui, dans le Nord, ils feront un bon chiffre, ça c'est certain. Ils ont leur assise là-bas, c'est leur base. Mais, comme j'ai dit, il y a aussi d'autres élites dans le Nord qui vont battre campagne pour le RDPC. Donc, ça ne sera pas facile. Ça sera pas facile. Je ne pense pas que juste les deux là feront quoi que ce soit. Ils ont besoin de plus de soutien pour pouvoir faire quelque chose face au RDPC. D'accord. Chicharito, je veux rebondir sur la même question, hein. Est-ce que toi, tu penses que, enfin, est-ce que tu partages le scepticisme que Sepiro a? Est-ce que tu vois de ces différents partis politiques, ceux qui ont été à Fumban récemment sous la coordination de Tomaino Damjoya et tous ceux-là qui décident de se mettre ensemble quelque part, est-ce que ça peut mordre en fait? Oui, bien sûr. Mais le problème, c'est, comment je vais dire ça? Pour mieux répondre à ta question, je vais plutôt embrayer un peu sur ce que Sepiro disait. Parce que Sepiro disait qu'on n'aura pas de candidat unique de l'opposition. J'ai envie de dire que je partage entièrement ce point de vue. Ici, il ne s'agit pas d'avoir un candidat unique. Nous sommes à la recherche d'un candidat consensuel. Unique, on ne l'aura jamais. Ça, c'est une évidence. Actuellement, on a 12 candidats, disons 11 candidats de l'opposition. Je ne suis pas sûr, parmi ces grosses têtes, parmi ces fortes têtes, tout le monde va accepter comment je vais dire ça, que tout le monde acceptera de se retirer et de laisser un seul candidat. Donc, j'étais en train de dire que on a 11 candidats de l'opposition et je ne pense pas que tous ces candidats-là vont se désister. Mais de mon point de vue, on peut avoir un candidat consensuel. Et sur ce point-là, le mot d'ordre du président l'ancien président du MS, et professeur Moïse Kamto, sera attendu. Mais ce devait j'ai aussi envie de dire que par rapport à tout ce qui s'est vu à Fumban ou alors par rapport aux rencontres entre Bello et Tiroma, il ne faudrait pas dévoiler la fumée blanche trop tôt. Pourquoi? Parce que nous avons vu ce qui s'est passé avec le Manidem, comment on a fabriqué une candidature en 3 jours. Donc, de mon point de vue, il faudrait même retarder l'échéance jusqu'au jour du scrutin. Parce que je reste convaincu que si le jour du scrutin, on se dit, mot d'ordre au niveau des réseaux sociaux, dans les communications des principaux candidats, votons pour tel candidat. De mon point de vue, ça peut faire avoir une influence assez forte et prendre de court le parti au pouvoir. Par contre, si on dévoile les cartes assez tôt, c'est-à-dire au moins un mois avant le scrutin, les connaissants ils auront le temps de manigancer et de trouver des pirouettes. Et je reviens sur l'exemple du Manidem, nous a franchement montré qu'ils sont prêts à tout, même à faire du faux. Mais Chicharito, sans te couper, oui. on a quand même l'impression que là, même si les dés ne sont pas encore joués, on a déjà les candidats qui sont retenus. Ce n'est pas comme si le Conseil constitutionnel allait encore siéger pour changer les candidats. Je suis d'accord avec toi, Sylvester. Les candidats sont déjà connus. Mais imaginons que nous sommes lundi prochain, je ne me rappelle, c'est le 18. Imaginons le 18, on dit l'UNDP, Oui. Bello est le candidat que nous choisissons. Tu imagines que la campagne de Bello va se dérouler comme ça, sans embûche? Tu crois réellement? Nous sommes là le 18 août et la présidentielle, c'est le 12 octobre. Tu crois qu'entre le 18 août et octobre, rien ne va se passer? Bello va pouvoir se mouvoir. Je te prends juste un autre exemple. Le candidat Tiroma qui veut juste sortir du Cameroun pour se rendre à Dakar. Normalement, ça, c'est, comment on va dire, un voyage qui ne nécessite, ou bien qui n'a aucune influence sur le parti au pouvoir. Normalement, ça ne gêne pas. Mais il est quand même interdit. Donc, tu estimes que si Kamto prononce le nom d'un candidat, ce candidat-là va pouvoir se mouvoir aisément dans la République que nous tous nous connaissons? Je ne pense pas. Je crois que serait une erreur
de dévoiler trop tôt ses cartes. De mon point de vue, D'accord. il faudrait retarder l'échéance. Comme je dis, même si c'est à la veille du scrutin, c'est encore mieux. D'accord. Donc, on comprend clairement que pour toi, il faudrait un peu ne pas dévoiler toutes ces cartes trop tôt Exactement, pour de peur que exactement. le gouvernement ne sorte en fait pas le gouvernement, du moins que les gouvernants ne sortent encore une sorte de joker. Donc, on va Exactement. permettre à Joe de s'installer. Joe, bienvenue et j'ai envie de dire simplement c'est la voix de toutes les belles dames qui aiment écouter notre podcast. Et Joe, tu nous as rejoint comme je l'annonçais en début de l'émission. J'espère que tu vas bien. Ah, je vais très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de discuter des affaires de la nation. C'est toujours un plaisir d'apprendre auprès de vous. Et comme on dit toujours, de la confrontation jaillit la lumière dont le Cameroun a tant besoin en ce moment. Voilà, on espère que ce Cameroun-là va sortir de la lumière, mais il y a aussi quelqu'un qui aimerait bien apporter, nous éclairer, en tout cas avec ses idées. C'est Olivier, à qui je dis aussi bonsoir et bienvenue au débat. Bonsoir CWK, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de 237 Story. D'accord, alors on va te laisser la parole Olivier et la première question que vous faites, le premier tour de table avec les autres invités, c'était déjà ça. Est-ce que tu penses justement que le Cameroun actuellement, toi qui es surtout un sympathisant et un fervent défenseur du RDPC, est-ce que tu penses qu'il est possible actuellement de battre la grosse machine qu'est le pouvoir en place en faisant un consensus du côté des instances, je vais dire comme ça, de l'opposition? Bon, déjà, d'entrée de jeu, je salue déjà tous les opposants euh, dans ce processus électoral. Mais le RDPC ne va pas pour perdre ces élections. Alors, quel qu'en soit, nous disons que quel qu'en soit ce que les, les, les opposants, les candidats de l'opposition vont pouvoir faire, que ce soit une coalition ou qu'ils aillent à rang dispersé, je pense que nous venons faire le job et nous allons faire le job. Nous sommes venus pour rafler encore la mise et plébisciter le président Paul Biya Est-ce qu'on peut dire pour que les dés sont déjà un pipés? Parce mandat. qu'à t'entendre parler, on a l'impression que tout est déjà connu en avance. Est-ce que les dés sont pipés? Est-ce que quelque part, la machine RDPC jouit encore un peu plus de la présence de tout ce qui concerne la machine gouvernementale plutôt que de ses propres forces? Jusqu'ici, on ne va, on ne va pas noter pour nous qui bien manque de transparence. Parce que vous avez vu le dépôt de candidature jusqu'à ce que la liste soit définitivement arrêtée par le Conseil constitutionnel. Les choses se sont passées au vu et au su de tout le monde. Alors, ceux qui sont passés et qui ont vu leur nom être retenus vont partir libres avec à l'idée de pouvoir remporter la présidentielle. Mais comme je le disais, nous soucions pas de ce que l'opposition va faire. Nous sommes en train de travailler et on va battre campagne, comme tout parti politique aussi, pour remplir encore le prochain mandat. Ah, on a vu que vous avez Justement, là commencé avec une statue. Ça commence bien. peut-être qu'on va d'abord passer la parole à la première prise de Bon parole à courage, Joe et on Olivier. finit sur Kemoun. Joe, justement, là, il fait bien de chuter en disant, en fait, cette confiance que le RDPC a. Mais est-ce que du côté de l'opposition, on peut nourrir le même espoir d'un changement au lendemain du 12 octobre quand on sait que tout est mis en place actuellement? On a reproché pendant très longtemps aux différents partis de l'opposition de ne pas se parler entre eux, de ne pas souvent se rapprocher. Mais là, on a concrètement l'impression, depuis la réunion de Fumban avec le parti de Thomas Ndamtoya, on a l'impression que les différents partis sont en train de s'asseoir pour proposer quelque chose de concret. Est-ce qu'on peut s'attendre à, je vais dire, à une Vous vraie m'entendez? force basculer le pouvoir en place, Joe? On te reçoit très bien. Voilà, je dirais, rien n'est impossible, hein. Rien n'est impossible. On est en politique et où un plus un ne font forcément pas deux. Rien n'est impossible. Tout est possible. Tout est possible. Et l'une des forces justement du RDPC,
aujourd'hui, si ce n'est sa plus grosse force, c'est la division de l'opposition. C'est la division de l'opposition qui fait la force du RDPC. Et pour ceux qui connaissent le Cameroun et qui ont suivi souvent assez longtemps les élections au Cameroun, on se rend compte que pour une fois, je peux me tromper, hein, mais on se rend compte pour une fois que le RDPC est vraiment en panique. Il y a vraiment panique. Et quand on prend les dernières élections, les résultats des toutes dernières Mais élections, est-ce qu'on peut parler de panique quand on voit le professeur Maurice Kamto qui est écarté? On voit Laura Etundingwa qui était encore récemment sur la CRTV à Actualité Hebdo qui disait clairement que le RDPC n'a peur de personne. Est-ce qu'on peut parler d'une crainte de la part du RDPC véritablement? si, il y a une vraie panique. Il y a une vraie panique à bord. Il y a une vraie panique parce que quand on voit comment ça se passe, comment le RDPC procède, quand on voit un petit peu l'agitation qu'il peut avoir au niveau du secrétariat général de la présidence, les différents corps qui sont reçus et dont on a besoin qu'ils apportent un peu leur caution, un peu à tout ce à tout ce qui arrive aujourd'hui. On a besoin d'eux. On se rend compte que voilà, il y a eu une petite panique, juste, il y a une petite panique. Mais maintenant, voilà, le RDPC est confiant parce qu'ils peuvent s'appuyer sur l'appareil de l'État pour pouvoir battre campagne. Ils peuvent s'appuyer sur tous ces fonctionnaires pour pouvoir battre campagne. Ils peuvent s'appuyer sur certaines choses, certaines irrégularités pour gagner les élections. Ils peuvent s'appuyer sur des institutions qu'ils contrôlent pour gagner les élections. Mais quand même, ça transpire une certaine crainte, une certaine panique. Quand on parle sur les statistiques, on voit que depuis 2011 jusqu'à 2018, le RDPC a perdu, en gagnant certes des élections, le RDPC a perdu 1 million de voix entre 2018 et 2000, entre 2011 et 2018. En 2011, je crois qu'il gagnait 3,5% de voix, 3 millions, 5. En 2018, il gagne avec 2,5 millions de voix. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est parti sur une inscription massive où les gens sont vraiment intéressés. Et voilà, on se rend compte que en 2018, l'abstention a battu le RDPC. Et si les gens sont vraiment intéressés et si l'opposition, je dirais, la coalition n'est pas, c'est pas un panacée. On peut voir un candidat qui y va avec différentes coalitions, comme on a vu au Sénégal. On a vu plusieurs coalitions au Sénégal, mais la coalition de Sonko est arrivée en tête avec 51% de voix au premier tour. Donc, pour que l'opposition se réunisse et avoir un seul candidat, ce n'est pas forcément la panacée, mais il faudrait que les gens se mettent autour d'un projet. Si on a juste la juxtaposition de quelques individus, on va tout droit vers l'échec, c'est déjà sûr, ça, c'est sûr. Mais maintenant, il faudrait qu'ils se mettent en place. Et quand on voit certaines choses se dessiner entre Bello Bouba Magari, entre Issa Chiroba, on voit que Bello Bouba est un peu se replacer au centre du jeu. Il a réussi la visite du ministre Yébert ici, il a réussi la visite de tous les autres partis. On sent qu'aujourd'hui, la personne qui contrôle le jeu, ça se penche du côté de Bello Bouba. C'est lui Et qui... pourtant, on a quand même vu ce soir, il y a Issa Tiroma qui arrivait à l'extrême nord. Il y avait une très grande foule pour l'accueillir. Est-ce que quelque part, il n'a pas aussi son mot à dire? Non, Juste après, je passe la il a parole son mot à à dire. Timoun. Oui, on se comprend. La coalition se dessine plutôt de ce côté-là. Je suis en train de dire que la coalition est en train de peser plutôt dans cet axe-là. Quand on dit que l'extrême nord, c'est la fille aînée du renouveau, c'est elle qui donne des voix au renouveau, et que voilà, on se rend compte que voilà, dans le Grand Sud, aux élections passées, l'opposition avait gagné le RDPC, c'est le Nord qui vient faire basculer les choses. Et qui avait ces alliances-là? Peut-être le RDPC a eu ses voix parce qu'il y avait ces alliances-là. Aujourd'hui, les alliances sont en train de se défaire. Et on voit une plaque tournante se faire autour de Bello Bouba, qui reçoit tous les opposants et qui leur propose quelque chose. Donc, oui, à ce moment, oui, le RDPC a peur. Le RDPC a peur. On peut avoir plusieurs coalitions qui arrivent, même si Cabral Libi aujourd'hui n'est pas dans le jeu de la coalition. On peut avoir plusieurs coalitions qui arrivent et on verra, oui. Je suis sûr que l'opposition, il peut avoir une surprise, il peut avoir une surprise sur ces élections. Voilà. Justement, Kemoun, c'est où il y a cette grosse question du travail qui a été abattu par le MRC pendant
avant même la campagne, avant même les inscriptions sur les listes, on a vu le MRC être sur le terrain. Bon, je ne sais pas si les autres partis ont eu autant d'énergie, mais véritablement, c'est le parti qu'on a vu se déployer. Moi, je pense même tout proche de moi, j'ai vu à plusieurs endroits où le MRC incitait les gens, pas forcément à venir vers eux, mais à d'abord s'inscrire sur les listes électorales. Kemoun, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez fait finalement, c'était un coup d'épée dans l'eau du côté de votre parti et que du jour au lendemain, vous avez simplement vous avez créé, vous avez créé la route pour qu'un autre parti vienne gagner ce que vous espériez? Bon, pour cela, je dirais, c'est d'abord un travail républicain. Inviter les gens à s'inscrire sur les listes électorales, sensibiliser sur la prise de conscience de ce qu'est de la citoyenneté, c'est un travail républicain. Parce que quand vous faites inscrire les gens, vous n'êtes pas forcément sûr que ces gens voteront pour vous. Ils s'inscrivent, au moment venu, feront leur choix. C'est vrai que beaucoup se sont inscrits parce qu'ils avaient une certaine sympathie envers le MRC. Beaucoup s'inscrivaient parce qu'ils croyaient effectivement que le président Kamto présentait, n'est-ce pas, les aptitudes pour pouvoir incarner cette alternative. Bon, qu'aujourd'hui il ne soit pas là, nous avons pour slogan de ce qui est du MRC le changement d'avenir dans la paix par les urnes. Et nous travaillons pour ce changement-là, que ce soit pour celui-là qui était notre candidat, le président Maurice Kamto, mais également, il y a une possibilité que nous allions pour accompagner notre candidat. Et le travail que nous avons fait jusqu'à présent reste intact, notre travail. Parce que je dirais une chose, bien que nous ne soyons pas peut-être de la partie telle qu'on l'aurait voulu ou telle que les institutions l'auraient présentée, nous restons au centre du jeu. Parce que je vais vous dire une chose, si aujourd'hui il y a un axe qui semble le plus plausible, c'est cet axe nord-sud, avec certainement une approche entre ce que vous présentez tout à l'heure, le leader du FSNC et de l'UNDP, et une potentielle approche avec le leader, celui qui fut notre candidat, le président Maurice Kamto. Je crois que nous serons imbattables sur la question. Mais maintenant, quand on parle d'une coalition qui serait l'essence même d'un changement au Cameroun, je ne crois pas. Je dis toujours, c'est une manipulation du pouvoir pour présenter le moment venu une imposture à dire si l'opposition n'a pas gagné, c'est parce que non, ils n'ont pas pu s'entendre. L'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition n'a pas vocation à s'entendre. Il y a des propositions qui sont faites par chaque formation politique. Il y a des leaders qui sont promus en fonction de leur charisme, en fonction de leur façon de se présenter au public, qui peuvent, n'est-ce pas, avoir l'assentiment du peuple. Et c'est uniquement dans cette optique-là qu'il peut avoir, n'est-ce pas, l'adhésion du peuple et un potentiel changement. Maintenant, pour le reste, n'est-ce pas, c'est du maquillage qui tend à manipuler plus l'opposition qu'à travailler véritablement pour le changement. Donc, nous ne nous sentons pas lésés parce que nous ne sommes pas en élection, bien que nous soyons très déçus que les choses se soient passées de cette façon-là, de façon aussi flagrante et qu'on essaie de justifier l'imposture de cette façon. Ce que vient de faire, par exemple, le représentant du RDPC qui vient de prendre la parole en présentant le fait que tout s'est fait de façon claire. Bien entendu, tout le monde entier a vu qu'on peut manipuler le site d'un ministère pour remplacer les noms des présidents du jour au lendemain. Tout le monde a vu que les institutions, n'est-ce pas, peuvent se dédier aussi de façon flagrante, que le monde entier, n'est-ce pas, est au fait de ce qu'au Cameroun, il n'y a pas de justice. Au Cameroun, les institutions sont au service d'un parti politique, d'un individu. Le monde entier fait en sorte qu'aujourd'hui, on a honte d'être Camerounais, parce que vraiment, il n'y a plus de quoi en être fier tel qu'on voit les choses se dérouler. Et aujourd'hui, que nous allions à cette élection de cette façon-là, ce n'est pas ce qu'il y a de plus glorieux pour un pays. Donc vraiment, que quelqu'un ait à justifier ces faits-là, pour moi, ça me fait beaucoup de la peine. Monsieur Kemoun, moi, j'ai pas honte d'être Camerounais. Moi, j'ai pas honte d'être Camerounais. Et puis, il y a la majeure partie des citoyens, des Camerounais sont fiers de leur pays.
alors que le MLC crie à l'imposture, c'est le travail de l'opposition. Une opposition, c'est toujours, on cherche toujours qui a tiré, qui a lancé le caillou le premier ou bien qui a fait ceci. Je dis encore bien que nous ne sommes plus dans l'invectif. Nous allons entrer en campagne comme tous les autres candidats qui ont été retenus. Si le MRC n'a pas été retenu, alors on fera avec. Nous, on avance. Le MRC n'avait pas de candidat, déjà, il faut le reconnaître. Mais le MRC a crié haut et fort qu'il pouvait. Et le MRC a crié haut et fort en mettant dans la tête des Camerounais qu'ils pouvaient avoir des candidats à présenter. Ça, c'est de l'imposture. La vraie imposture, c'est du côté du MRC. Olivier, s'il te plaît, on a mené ce débat ici. Attends, Olivier. Il ne faudrait pas nier les faits. Les faits sont là. Olivier, attends, les faits sont clairs. Olivier, je n'invente rien. Attends, je n'invente rien. Olivier, tu as le pouvoir. Laisse-nous au moins parler ici, mon frère. Laisse-nous parler. Là. Bon, alors, avec votre permission, je vais peut-être recentrer un peu le débat. Alors, il faut d'abord rectifier ce qu'Olivier a dit. Olivier, ici, sur ce panel... Il aura l'occasion dans sa prise de parole de rectifier. Bon, d'accord, puisque tu as la parole, je te la laisse alors. Ce qu'il disait. Olivier, sur ce panel, nous avons eu un débat sur le mandat impératif, Olivier. Et nous avons démontré ici, preuve à l'appui, et je te renvoie au cas du PPACI en Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo, qui n'a pas participé aux élections législatives et qui aujourd'hui siège dans les assemblées en Côte d'Ivoire. Donc, ce débat était un faux débat. Si le MNC n'est pas parti aux élections avec le mandat impératif, c'est parce qu'ils savaient déjà que le droit n'allait pas être dit. Ils ont donc pris une voie qui semblait, puisque c'est vous-même qui avez sorti la liste des 18, parmi les 18, ils ont choisi un parti, et même jusque-là, tout le monde entier a vu que vous avez fraudé. Et sur ce que Moon disait, où il dit qu'on n'est pas fier d'être Camerounais, Olivier, il faut être fou. Il faut être fier d'être Camerounais aujourd'hui, il faut être fou. Il faut être foncièrement méchant. Je ne pense pas. Permets-moi de dérouler, pas encore fini. Il faut être foncièrement méchant pour estimer et être fier d'être Camerounais. Comment quelqu'un, tout le monde sait que depuis 2018, il s'est retiré des affaires politiques. Vous le sortez en 2025 et il dit qu'il est le président d'un parti politique. Comment être fier d'être Camerounais de faire ça? Comment être fier quand le conseil électoral discute avec quelqu'un et à la veille ne le reconnaît plus? Comment être fier quand les éléments de droit sont apportés devant le Conseil constitutionnel et que le Conseil constitutionnel choisisse de tout faire sauf de dire le droit? Et donc, tous ces éléments m'amènent à répondre même à tout ce que Olivier et Conso ont dit. Pour les élections, Joe disait qu'il y aura une surprise. Je suis d'accord avec toi, mais le problème ne se trouve pas là, Joe. Le problème maintenant va se situer, c'est si l'opposition gagne et qu'au Conseil constitutionnel, on dit que l'opposition a perdu, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la question que moi, je voulais te poser. Parce que nous savons qu'au niveau de l'opposition, le RDPC ne peut pas gagner. Même avec la fraude, ne pourra pas gagner. Maintenant, la question qu'on pose, c'est déjà fixé. On lit dans les boules, on lit comme dans une boule de cristal. Alors là, non, Olivier, ça veut dire qu'on n'a plus rien à dire. Ça veut dire que autant donner, la victoire, autant donner la victoire à l'opposition. Olivier, autant tout à l'heure tu avançais. Olivier, autant vous voulez me faire accepter, découvrir le sexe des anges. Non, laissons le processus suivre son cours. Olivier, attends, s'il te plaît. Pourquoi on a déjà anticipé? Olivier, attendez, je termine. C'était confiant de gagner. Si tu dis que le RDPC n'est pas confiant, pourquoi on va rester là? Je termine et je laisse la parole. Olivier dit que on est en train de le faire en 15 secondes, pardon, parce qu'il faut qu'on continue qu'on avance dans le débat. Oui, juste, je termine. Olivier dit qu'on essaye de lire dans le sexe des gens, que c'est même pas de ça qu'il s'agit. Olivier, en 2018, le résultat proclamé
par le Conseil constitutionnel donnait 100,48%. Si toi, tu es fier d'un pays comme ça, moi, je te dis non. Et je dis que le parti au pouvoir ne peut pas gagner les élections parce que vous êtes nuls. Vous n'avez pas de bilan à nous proposer. Aujourd'hui, même si un prêtre avait dit, on avait débattu ici, que même si c'est le diable, mieux le diable prend le pouvoir d'abord. Donc, 2025, si Olivier, moi, je te le dis, quelqu'un d'autre va reprendre le pouvoir d'abord dans les urnes. La question qu'il pose à Joe pour lui laisser la parole, c'est une Ok. fois qu'on a pris le pouvoir par les urnes et que On le va Conseil peut-être constitutionnel laisser. dit que D'accord, non, Ticharito. On va peut-être laisser c'est la le parole parti au à pouvoir qui a gagné. Joe. Qu'est-ce qu'on Et fait? après, on va Voilà ma revenir sur question. Sepiro pour la prise de parole. Joe, tu avais la parole. Non, je voulais juste recentrer tout à l'heure En en fait, c'est disant que que ma parole, je Olivier, venais, Joe, je c'est dans même ton pas micro? de parole. allô, vous m'entendez? On t'entend Vous très bien. m'entendez? Voilà. Tout à l'heure, j'étais juste en train de dire que Olivier, tout à l'heure, il a bien dit que le RDPC partait confiant de gagner cette élection. Et quand Chicharito lui dit, l'opposition part aussi confiant que le RDPC ne gagnera pas. Il invoque maintenant le sexe des anges. Ils sont en train de dire la même chose. Et voilà, c'était juste pour recentrer ça. Et une deuxième chose, c'est par rapport à ce que Chicharito disait, qu'on ne peut pas être fier d'être Camerounais. Non. Les erreurs des uns et des autres ne peuvent pas nous enlever notre patriotisme et notre amour pour cette patrie-là. Sinon, justement, on se sera laissé vaincre. Quoi qu'il arrive, on est fier d'être Camerounais, mais on n'est pas fier de ses erreurs. Il ne faudrait pas qu'on confonde la patrie et des personnes. Des personnes passeront, la patrie elle restera. Donc, il ne faudrait pas que ça affecte notre amour pour ce Cameroun. Et je pense que si Charito ne pense vraiment pas ce qu'il dit, parce que s'il n'était pas fier d'être Camerounais, il ne serait pas dans ce post-4 aujourd'hui pour apporter des choses. Donc, ceci étant dit, et une façon d'évacuer, je laisserai la parole à Sepiro et je D'accord. reviendrai plus tard. D'accord. C'est Pierrot, justement, pour te relancer par rapport à ce sujet-là. On a vu, comme je le disais tantôt avec Kemouni, il y a cette force du MRC qui semble diminuer, mais j'ai envie de te poser une question toute simple. Est-ce que tu penses que l'opposition camerounaise, à l'état actuel, peut remporter les élections du 12 octobre prochain? TWK, l'opposition camerounaise peut remporter les élections d'octobre 2025. Et je vais le dire, quand je dis opposition, je dis c'est toute personne qui se met devant Paul Biya. Toute personne, peu importe, avec un parti politique ou sans un parti politique. Mais là, il faut vraiment que les cartes soient distribuées par la bonne personne. Donc, s'il n'y a pas de fraude, si on va à armes égales, je vous le dis, quelqu'un qui s'est lancé en politique avant, il va battre ce régime. Si on va à armes égales, ils vous l'ont dit. Moi, je ne sais pas pourquoi souvent les gens sont surpris de ce qui arrive. Je pense qu'il y a 3 mois de cela, voire 4, un communicant du RDPC avait dit sur un plateau, si l'opposition gagne, on va faire un coup d'état là sur place. Ça n'a écorché personne. Je pense que comme son Cameroun. Patrick, le MSC. Il avait dit sur le MSC. Donc, il a dit. Donc, et ça n'a effleuré, ça n'a dérangé personne. En fait, c'est normal. Donc, comprenez que le RDPC, eux-mêmes savent, ils n'ont rien à proposer. Je dis rien. Depuis qu'on parle, vous avez vu qu'il a essayé. Ils vous disent, on va gagner, on va travailler à gagner. On va convaincre. Ils peuvent vous convaincre qui a voté. Nous sommes là. Même s'inscrire sur les listes électorales, il n'y a personne. Et moi, je dis, ils ont peur. Bon, pourtant, ils ont une base de militants, même si on peut les dédouaner du fait que chaque fois qu'il y a des événements, on voit assez en fait, on semble voir beaucoup de militants du RDPC qui arrivent de partout avec des pagnes et tout. Monsieur CWK, il y a ce qu'on appelle les apparences, il y a les illusions. Moi, je vous dis, je parle peut-être de notre cas, nous qui sommes ici sur ce panel. Il y a 14 ans de cela, nous n'avions pas l'âge ni la maturité politique que nous avons aujourd'hui. Ce sont nos parents qui l'avaient, puisque eux, ce sont les gens de 82 qui votaient. Aujourd'hui, nous, les jeunes, nous sommes plus nombreux et nous subissons de plein fouet la mauvaise gestion de ces gens du RDPC. Vous pensez que sur la population jeune du Cameroun qu'on voit dehors là, combien sont prêts à accorder, je dis à prêter une oreille au RDPC dans un meeting? Tout ce qu'on va faire, on va sortir prendre les pagnes, on va prendre les sacs, on va prendre vos 2000 et on va voter contre vous. On va appliquer ce que le SDF vous a fait en 82. Il disait, prenez leur argent, buvez leur vin, mangez, c'est votre. C'est en 92.
prenez tout ce qu'ils vous donnent, mangez. C'est votre argent qui font la campagne avec. Après, votez contre eux. Et ça a marché en 92. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 92? Un coup d'État pour décaler ceux qui avaient gagné. Ils sont prêts à le refaire en 2025. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes assez matures, on a grandi. S'il faut aller au casse-pipe, il faut qu'on aille au casse-pipe. Mais comme nous on a dit, on n'a pas besoin, aucun Camerounais ne va tomber. C'est leur envie. Si un Camerounais tombe, on va déclarer l'état d'urgence ou de section, on va garder le régime en place. On ne cassera pas, on ne brûlera pas. Mais même avec la résignation, on va vous faire bouger de là. C'est ce que je vais dire. Vous allez bouger de la DPC, soyez-en sûrs. Bon, alors, j'ai envie de poser la prochaine question naturellement à Olivier. Alors, mon cher Olivier, on a depuis quelque temps, on sait que c'est officiel, on n'a plus Issa Chiroma au gouvernement, on n'a plus Bello Bouba au gouvernement, mais ces deux qui étaient déjà des bras séculiers du RDPC, qui décident de basculer dans l'opposition, est-ce qu'on peut réellement croire qu'ils vont se reposer et vraiment reposer sur leur laurier et qu'ils ne sont pas simplement en train de jouer un double jeu quand ils disent qu'ils sont désormais du côté de l'opposition? Ça me fait poser la même question peut-être à Kemoun parce que c'était d'abord sa question au départ. Est-ce que quelque part, Chiroma et Bello Bouba Maïgari sont en train de jouer un jeu trouble? Est-ce qu'ils sont véritablement dans l'opposition où ils jouent, ou du moins ils sont simplement en train de faire figure pour que les personnes que l'on pense qu'ils sont à l'opposition, du côté de l'opposition? Bon, moi, je n'ai pas cette mentalité d'accuser des gens sans preuve. Je préfère faire confiance dans un premier temps, quitte à ce que, n'est-ce pas, ceux qui sont des vis-à-vis déçoivent. Pour l'instant, je prends pour monnaie comptant les différentes déclarations. Je crois que nous sommes arrivés à une période où il faut avoir une certaine mauvaise foi pour rester indifférent face au fait que, voilà, depuis 2019, que l'État est géré par procuration. Voilà, depuis ce mandat, que le président de la République est très absent. On a essayé de justifier cela en faisant croire les absences ou les silences du président pour, n'est-ce pas, essayer de masquer son incapacité à gérer l'État. Mais je crois que jusqu'à présent, ces derniers temps, ça a été trop flagrant. Et que ceux qui étaient les alliés d'hier soient en insécurité et se rendent compte, comme Issa Chiroma lui-même l'a proclamé, que celui-là qui avait été leur allié, avec qui ils avaient fait, n'est-ce pas, des deals, n'est plus à même de gérer ou n'est plus à même de sauvegarder ce qu'ils avaient alors comme intérêt et qu'ils veuillent voler de leurs propres ailes. Je crois qu'il n'y a pas de quoi penser qu'ils seraient dans la tricherie. Tout montre à croire qu'ils sont sérieux dans leur démarche et voir un peu ce par quoi ils passent. On pourrait croire que c'est des gens sur qui il faut compter. Moi, je pense toujours que pour gérer un État, on ne sort pas de nulle part comme on veut souvent nous faire croire que non, vous allez sortir de nulle part et vous devenez président de la République sans avoir une certaine expérience de ce que c'est que la gestion de l'État. Ils sont là aujourd'hui, ils ont un certain poids politique, que ce soit Bello Bouba, que ce soit Issa Chiroma, ils ont l'expérience dans la gestion de l'État et aujourd'hui, ils paraissent être ceux-là, n'est-ce pas, qui puissent avoir une certaine posture de ce qui est du challenge au poste de président de la République. Donc, pour moi, je ne suis pas soupçonneux du fait qu'ils soient dans la tricherie, qu'ils soient en train de jouer à un jeu. L'heure n'est pas assez pensée là. L'heure est tellement grave au Cameroun qu'il est Donc, ça question veut dire que qu'à s'il t'était donné on de se choisir ressouvient. entre l'un ou l'autre de ces candidats, tu n'hésiterais pas, que ce soit Bello Bouba ou bien encore Issa Chiroma. S'il m'était donné de choisir, dans tous les cas, je suis dans une formation politique, le moment venu, l'orientation sera donnée. Donc, je ne prononcerai pas à titre personnel. Voilà Et qui est dit. aussi, D'accord, je t'écoute. derrière moi, j'ai beaucoup qui croient aussi, parce que je suis responsable politique, et qui attendent certainement que je dise quelque chose et en fonction de ça, ils agiront. Donc, je ne suis pas dans le reste de vaudou que les uns et les autres font croire. Tout à l'heure, je voudrais revenir sur quelque chose d'assez précis. D'accord, en Quand 30 on secondes, parle s'il te de plaît. la République, une minute, quand on parle de la République et qu'on dise qu'on n'est pas fier de ce qui se passe, ce n'est pas parce qu'on n'aimerait pas que ça se fasse mieux
ou qu'on a des choses, n'est-ce pas, à reprocher à notre façon de faire. Vous savez savoir une chose, on est certainement amoureux du Cameroun, mais on n'est pas fier de ce qui se passe. Et ça, il ne faut pas être du MRC, être sympathisant de Maurice Kamto, autre chose. Quand les institutions agissent de façon aussi flagrante et qu'on essaye de réduire ça à une histoire du MRC ou à une histoire du président Kamto, c'est de la mauvaise foi et c'est dangereux. Parce qu'on dit toujours, quand il pleut sur le toit du voisin, fais attention de ton côté parce que cette pluie risque aussi d'arriver chez toi. Donc, ceux qui s'amusent à ce jeu-là, à essayer de faire croire que parce que c'était le MRC, c'est normal, ou c'était le président Kamto, c'est normal, sachez que un jour, quand ce sera votre tour également, et que les gens auraient agi de la façon, ce ne serait pas quelque chose, n'est-ce pas, qui soit très heureux pour vous. Donc, faisons très attention à ce que nous avons comme déclaration aujourd'hui. D'accord. On va passer sans transition à notre deuxième sujet. Depuis quelques jours, du côté du palais des Toudi, on voit Ferdinand Gongo qui a un balai incessant de personnalités qui passent. Ce qui a un peu marqué notre attention tout récemment, c'était le fait que successivement, d'abord, les chefs traditionnels, les Bombok, soient passés. Ensuite, on a les Bombok, pour ceux qui ne comprendraient pas, ce sont les chefs traditionnels du côté du pays Bassa. Ensuite, on a les chefs de l'ère Grassfield qui sont passés, notamment les chefs Bamileke et notamment le sultan Bamoun aussi. Et enfin, c'était encore avant-hier. Là, on a vu maintenant le passage des autorités religieuses. Alors, on a vraiment voulu comprendre, là, la question est à toi, Olivier, entre ce balai incessant des autorités religieuses, des autorités traditionnelles, est-ce que ces personnalités ont le droit de s'intéresser à la politique à l'heure actuelle? C'est Doublé-K, merci pour la parole donnée. Je vais d'abord noter ici que, rappeler ici que, vous savez, nous sommes en Afrique et en Afrique, nos traditions sont profondément ancrées dans nos chairs. Alors, on a encore ceux-là qu'on appelle des chefs, des leaders religieux et j'en passe, qui font partie de ces gens-là parce que la loi camerounaise a érigé ces différentes personnes en leaders de communauté et c'est reconnu. Alors, ils sont des citoyens comme nous, ils sont des leaders d'opinion, ils ont leur mot à dire dans la gestion du Cameroun. Et c'est aussi ça la démocratie qui a été prônée par le président Paul Biya. Tout le monde est libre d'apporter, comment je peux dire, de mettre la main dans la pâte et choisir le parti qu'il souhaite intégrer. Mais ici, là, nous savons tous que le RDPC, notre parti, est profondément ancré dans les différents territoires, dans les différentes communautés. Et je pense qu'en tant que militants du parti, ils sont appelés à remplir les conditions de leur militantisme, c'est-à-dire rassembler, passer le message. C'est une élection quand même, on est en train de dire, il faut mobiliser toutes les groupes pour pouvoir la gagner. On ne va pas la gagner en restant assis sur nos lauriers, comme quoi on a déjà notre présence ancrée même dans l'arrière-pays. Il faudrait redoubler d'efforts. Et aussi, il y a cette jeunesse-là qui est en train Est-ce que redoubler d'efforts ne passerait pas par aller sur le terrain, Olivier? Est-ce que redoubler d'efforts ne voudrait pas dire aller aussi sur le terrain pour pouvoir s'investir auprès des électeurs? Mais on a l'impression qu'en allant directement vers les chefs, quelque part, on est en train d'imposer sans le vouloir à la population de voter pour les RDPC. Non, on ne va pas parler ici d'imposition, on n'impose à personne. Le RDPC n'est pas un parti dictatorial ou bien le président Paul Biya n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un de magnanime. Alors chacun est libre
chacun est libre. Mais là, c'est du militantisme. La campagne n'a pas encore été lancée. Mais parce que c'est le RDPC qui est au pouvoir, et nous savons tous que les faits et les gestes du RDPC sont épiés par tous les autres partis, alors on fait au vu aussi de tout le monde. Dernièrement, il y a eu une rencontre avec l'opposition, comme mes companélistes étaient en train de dire tout à l'heure. Comme l'opposition est en train de faire des tractations actuellement. Olivier, Non, il faudrait me laisser finir. C'est juste une question, non, juste pour que ce soit clair. Oui. Je veux savoir, oui. c'est l'État qui reçoit ou c'est le RDPC qui reçoit? Je voudrais juste parce que je suis un peu perdu. Nous avons Olivier préciser sa réponse. Nous avons une politique qui est à double vitesse. Nous allons d'aucuns vont dire ici là que parce que le RDPC est au pouvoir, c'est l'État qui reçoit. C'est à double vitesse. Il y a le militant et il y a l'appareil gouvernemental qui reçoit. Alors, ce n'est pas une fraude, ce n'est pas un abus ou bien quoi que ce soit. Si, par exemple, un autre parti était au pouvoir, on devait dire que non, c'est l'État qui est en train de recevoir, alors que c'est une double variable. Alors maintenant, nous sommes en train de mobiliser nos groupes. Nous sommes en train de mobiliser nos groupes et je pense que c'est de bonne foi. C'est naturel. Quand la campagne va être lancée officiellement, alors vous allez voir le déploiement sur le terrain. Les religieux sont des troupes du RDPC. Mais allez leur demander s'ils sont militants du RDPC. Allez leur demander s'ils sont militants du RDPC. Ils ont clairement fait des déclarations qui vont dans le sens d'un soutien massif au président Paul Biya. Et le président Paul Biya est le président du RDPC. On ne va pas se calmer. Mais ça répond déjà à votre question. Ça répond déjà à votre question. En tant que leader d'opinion ou bien leader religieux, ils ont leur mot à dire dans comment je vais appeler ça, dans la direction que va prendre leurs ouailles. Donc c'est autant dire que c'est ainsi que ça se fait. On ne va pas dire que le RDPC est en train de frauder, ou bien on va encore crier à la fraude là, non. D'accord. Justement, la question pour toi, Joe, est-ce que tu penses que des chefs qui se lèvent et qui sont respectés par leur population, qui chaque jour dans les artères de leur village, il n'y a véritablement pas de route, il n'y a pas d'eau potable, est-ce que ces chefs qui partent quelque part prêter, on va le dire comme ça, allégeance au parti au pouvoir qui, pour la population, est le parti qui les affame. Est-ce que, quelque part, ces chefs doivent être crédibles au sein de la population qui est censée les vénérer? Ouais, j'ai envie de répondre en disant que ces chefs qui sont convoqués, ils vont en leur nom propre, ils vont pas au nom des communautés. Parce que je comprendrais bien que ce soit l'État qui convoque les chefs qui sont des auxiliaires d'administration pour recueillir des besoins des populations. Je comprendrais bien. C'est pour ça que dans mon esprit, je suis un peu perdu. Que ce se passe à la présidence et qu'après, on ait une déclaration pour dire oui, on soutient massif au président du RDPC et que cela se fasse pas par le secrétariat général du RDPC, que cela se passe. Donc, c'est un peu ce mélange de genres qui me perturbe un peu. Parce que les évêques qui sont venus, les évêques qui n'ont pas fait des déclarations des pour dire nous sommes pour la candidature du président Biya. Donc, il y a un jeu trouble. Et cet après-midi, c'était des étudiants qui sont reçus. Donc, je trouve que c'est un peu malsain. C'est un peu malsain, c'est le début de la fraude, qu'on le veuille ou pas, c'est le début de la fraude. Ça aurait pu se passer dans un autre endroit parce que la prison, c'est notre maison commune, c'est notre maison à nous tous. Est-ce qu'on permettrait que demain, les opposants ils viennent tenir une réunion à la présidence aussi avec des gens? Maintenant, pour dire, est-ce que, voilà, pour moi, c'est de la fraude ou bien c'est de l'intimidation à distance pour faire croire que, voilà, c'est un peu comme on aurait dit avant des casernes, peut-être des casernes militaires qui auraient servi peut-être pour des bureaux de vote. Et justement,
ça permet de pousser la réflexion peut-être plus loin. À ton niveau, c'est Pierrot, est-ce que tu penses... Non, je pense Chicharito d'abord, pardon, parce que je pense que c'est lui qui n'a pas eu la parole depuis un moment. Chicharito, est-ce que justement, ça ne devient pas un motif, on va le dire comme ça, de remettre en question ce qui va se passer le 12 octobre? Parce que actuellement, ça va. Si c'est le RDPC qui le fait, mais si c'était les partis de l'opposition qui avaient eu l'adoubement quelque part des chefs traditionnels, est-ce que ça serait validé? Mais là, tu poses une évidence. Tout à l'heure, c'est la question que j'ai, avant même d'arriver sur ce thème, c'est la question que j'ai posée à Joe. C'est que, OK, l'opposition va gagner, mais on fait quoi après? Joe ne m'a pas encore répondu. Parce que pour moi, tout ça, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire un sens exactement de ce que tu viens de décrire. Donc oui, Et- l'opposition va gagner. oui, mais quand le Conseil constitutionnel a déclaré l'inverse, qu'est-ce qu'on fait? Mais bref, ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais je pense. Prenons les choses les unes après les Oui, autres. oui, tout à fait, tout à fait. Je pense avoir répondu. Et pour aller encore un peu plus loin, je voudrais signifier à Olivier, qui est un chef, qui est militant du RDPC. Olivier, est-ce que tu sais ce qui est arrivé à ce chef-là? Tu Non, réponds pas, Olivier. je ne sais pas, On je ne peut le sais nommer pas, ce chef de Chicha. poste. Ok, Je ok, peux pour ta gouverne, il était destitué, Olivier. Ta gouverne. destituer. Pourquoi destituer? Parce qu'il est militant du MSC. Donc, si Parce tu qu'il ne est savais pas militant du ça, MLC. oui, ça, c'est le pays que tu défends. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as des chefs qui doivent être soit tu es pour le parti au pouvoir, et si tu es contre, tu as tous les problèmes, voire tu es destitué. Vous vous rappelez tout ce qui est arrivé au four Soukoudjou, le roi des Bamendou, une lettre qui lui avait été envoyée, je crois, par le préfet ou par le sous-préfet pour l'intimider. Donc ça, c'est ce qui arrive dans notre république. Et Joe a posé une question à Olivier. Vous avez très bien vu la gêne d'Olivier. On lui pose la question de savoir si c'est l'État ou le RDPC qui reçoit. Il est incapable de répondre parce que lui-même, il ne sait pas ce qui est en train de se passer à la présidence de la République. Parce Alors, que si c'est le RDPC, Chicharito, tu es avec nous? oui, je suis avec lui, oui, je suis là. Oui, on avait du mal Oui, à te oui, suivre. Là, c'est bon. nous on entend Non, monsieur, Chicharito très bien. on Nous on entend, c'est entend peut-être toi qui Chicharito as un très bien. souci. Mhm. Donc, Olivier a eu du mal à répondre. Tout simplement parce que lui-même, il est perdu. Parce que si c'est le RDPC qui reçoit, le RDPC doit le faire On ne dans la dévoile maison pas du nos parti. stratégies. Et laisse-moi finir, s'il te plaît. C'est un peu une histoire de stratégie. Tu Non, non, reçois, non, c'est non, public. non, non. Et c'est toi-même qui Chicharito, dévoile oui. juste une question pour recentrer. Olivier, c'est pas des stratégies. Bah oui, c'est pas une stratégie. Généralement, dans une information, il y a trois choses. Il y a des faits, il y a de l'analyse, il y a de l'opinion. Là, les faits sont têtus, on ne les discute pas. On t'a posé les Bien faits. sûr. Tu peux maintenant partir, tu peux ne pas être d'accord avec nous sur notre analyse ou bien sur notre opinion, mais pas sur les faits. Il y a eu On une va pas écouter communication de ces Olivier. chefs-là, On va non? laisser qu'Olivier ait le temps de répondre. Chicharito d'abord, pardon, pour ne Non, pas être, Olivier, pour qu'Olivier soit pas. oui. Ce que je vais dire, c'est que je suis en train de dire que Olivier a un peu bégayé sur cet aspect. Et justement, ce sont les faits, c'est-à-dire ils ont diffusé les images des chefs qui sont reçus à la présidence. Joe a dit que les évêques ont été reçus et n'ont pas fait des déclarations. Ils n'ont pas besoin de faire des déclarations, Joe. Puisque c'est dans la même veine que les Mbongboko ont été reçus, que un groupe d'étudiants ou des représentants des étudiants, des étudiants ont été reçus. Donc, ils n'ont plus besoin de faire une déclaration par la suite. On sait pourquoi ils sont reçus à ce moment précis. Et donc, juste pour terminer ce nouveau cas. C'est pourquoi Chicharito, ils peuvent être reçus pourquoi les chefs, en supposant que notre podcast soit pas forcément pas il n'y a pas toujours des connaisseurs. Quelle peut être la raison Non, pour mais, laquelle ils sont reçus actuellement? non, mais c'est pour une motion de soutien au président de la République. Ça a été fait avec les Mbongbok. Après les Mbongbok, ça a été fait avec les chefs de l'Ouest. Après, il y a eu les chefs de l'Ouest, il y a eu les évêques. Après, il y a eu les présidents des étudiants. Et comment il a dit ça? Le FGP est en campagne. Je veux dire, il ne se cache même plus. Sauf que vous voyez bien que ce soit le conseil électoral ne dit rien parce que la période de campagne n'est pas encore ouverte, officiellement ouverte.
Mais on voit bien que le RDPC est le seul parti à être actuellement en campagne. Et Non, personne ne dit non, rien. Chicharito, il faut pas être il faut pas aussi dire des choses pareilles. Je pense que Oui, vas-y. tout le monde est en train de faire ça. Et les rencontres que tu Non, vois, non, non, tu les dis tout le tractations monde que tu qui? vois, Non, qui? le retour de Tiroma avec le FSNC, Chicharito, on laisse les un peu poules qui étaient Olivier arrangées, s'exprimer, pardon. est-ce que le fait que Tiroma soit reparti au nord et que les foules sont arrivées, l'acclamer, et puis c'est pas la campagne. C'est pas la campagne. Ça, ce sont des effervescences pré-campagne. Quand la campagne sera lancée et ça sera officiel, il y aura des communications là-dessus. Mais pour le moment, chaque faille est utilisée par tel ou tel parti. Même l'opposition, les rencontres qu'il y a, est-ce qu'on on va interdire qu'il y ait une rencontre pour des captations futures, pour des campagnes futures? Non. On ne va pas refuser ça. On va pas refuser ça. C'est pas parce que c'est le RDPC. Vous aurez peut-être voulu que les chefs disent ils accordent une motion de soutien au SDF, soit par exemple au PCRN. Non. Alors, si c'est au RDPC qu'ils accordent leur confiance et ce qui a été peut-être dit là-bas, parce que la communication n'a pas été faite de manière officielle, c'est de prendre déjà le pouls des populations et inviter ces leaders pour poser les problèmes de la société. Les problèmes de la société ne se terminent pas, on ne les règle pas du jour au lendemain. Alors, il faudrait travailler davantage en étroite collaboration avec les populations pour pouvoir les satisfaire. Je pense que c'est dans cette... Si on comprend bien, Olivier, ça veut dire que dans l'invitation qui est faite pour parler de politique, il n'y a pas... Dans ces localités où Il y a le bien des RDPC politiques. a des députés, a des maires et a des préfets et des sous-préfets, ils n'ont pas pris le pouls des informations de la population, c'est ça? Il a fallu attendre que les chefs viennent leur dire, c'est ça qu'il faut arranger, c'est ça? Olivier, soyons sérieux. Le RDPC a une écrasante majorité. C'est aussi ça. Non, Joe, c'est aussi ça donner de l'importance aux chefs de Olivier, communauté. aujourd'hui, on est en Et le train de RDPC fragiliser. sait le faire. On est en train de fragiliser notre tradition. Parce que Moi, je pense que... Bon, imagine demain, quelqu'un d'autre arrive au pouvoir. Bon, moi, je ne voudrais pas peut-être monopoliser la parole. Il y a M. Kimoni encore, l'autre qui peut apporter... Oui. Imagine demain quelqu'un d'autre arrive au pouvoir. Comment seront perçus ces chefs-là? Non, mais c'est la politique. On est en train de fragiliser le pouvoir des chefs traditionnels. Non, on n'a jamais... Il y a toujours une continuité dans les affaires, que ce soit de l'opposition qui prenne le pouvoir. Je suis originaire d'une région où cette fracture est vraiment marquée. Et je te dis qu'on en paie les conséquences jusqu'à aujourd'hui. La fracture a été marquée. On sait comment est-ce que cette fracture a été marquée par le mauvais jeu de certains partis politiques. On sait. Donc, c'est ces partis d'opposition qui ont créé les chefs de premier, deuxième et troisième degré. On parle de la fracture. On parle de la fracture. Oui, mais c'est par là que ça commence, mon cher ami. Il a dit qu'il est originaire d'une région où cette fracture est d'autant plus accentuée. Je lui réponds en disant que cela a été causé par... On sait pas où ça... On sait d'où ça vient. Donc, je ne sais pas du tout. Olivier, juste comme ça, dans un climat, Olivier, où le gouvernement ne cesse de créer des chefferies, de créer des scissions au sein même des villages déjà, d'installer parfois des chefs qui ne sont pas ceux qui sont reconnus par la tradition. Est-ce que quelque part, on sent quelque part que c'est aussi le gouvernement place plutôt ses pions? Est-ce que justement ce n'est pas le jeu qui est en cours actuellement au niveau du palais des Toudi? Moi, je pense que en 30 secondes, je pense que il n'y a jamais eu l'imposition d'un chef. Ce sont des communautés. Et lorsque les communautés ne trouvent pas un terrain d'entente, je pense quand même qu'il ne va pas falloir laisser la chaise vide et trouver, par exemple, un consensus. Et c'est lors de ce consensus que est intronisé un nouveau chef parce que c'est l'administration territoriale qui accompagne tout cela. Donc, maintenant,
Si, non, je suis en train de venir. Je suis en Mais train de tu vis venir. au Cameroun, tu viens Je ne où? parle pas. Le Je ne professeur parle Jacques pas. Falendongo, le professeur Jacques Il faut Falendongo vient partir d'être pour 30 secondes. nommé. On doit passer la parole Chicharito. à Sepiro juste Chicharito. après, s'il te plaît. Oh là là. Le professeur Jacques Falendongo vient d'être nommé chef. Le village là est son dos, Olivier. Tu nous racontes quoi là? Mais Tu viens nous tu peux raconter comme créer, ça. tu peux créer. Tu nous prends pour qui? On va. Ok, Est-ce que c'est. va peut-être Bon, de on toutes va les passer façons. peut-être la Prends-nous au S'il vous sérieux plaît, quand même. Chicharito et Olivier, on va passer peut-être la parole Ouais, mais à Sepiro. respecte-nous. On va passer la parole à Sepiro. Alors, Sepiro, justement, on parle toujours du même sujet, on est toujours au niveau des chefs traditionnels. Et cette fois-ci, on a vu la convention All Bamileke Convention, en tout cas, du côté du côté des États-Unis, pardon, qui a décidé de ne plus recevoir aucun des chefs qui étaient présents au niveau du palais d'Étudie. Est-ce que c'est une sorte de représailles ou bien tout simplement, comme ils ont dit, sont apolitiques, les chefs mériteraient aussi d'être apolitiques? C'est Pierrot. Ok, merci de me passer la parole après ces lourds échanges entre Chicharito et Olivier. En fait, je dirais au Cameroun, en fait, le Cameroun que je vis. Moi, je suis d'une région où le chef est vraiment respecté. C'est lui qui conduit les populations vers leur destinée. C'est lui, il est le supérieur de tout le monde. Et tout le monde écoute le chef. Quand le chef parle, personne ne parle. Le chef est censé mettre sa population à l'aise avant d'être à l'aise lui-même. Donc, comme on dit souvent, le peuple n'a pas mangé, le chef ne mange pas. Alors, le RDPC, en invitant les chefs, je vais balayer. Quand il invite les chefs au palais à Yaoundé, il est question pour le RDPC de demander au chef, est-ce que vous êtes avec nous? Oui ou non? Puisqu'actuellement, le RDPC est en train de connaître des départs. Au sein de son gouvernement, déjà, deux sont partis, deux caciques, deux poids lourds sont partis. Il est question de demander au chef. Donc, en fait, venez réaffirmer votre engagement pour soutenir le président Paul Biya. Vous voyez? Donc, les chefs, c'est ce qu'ils ont fait. Au sorti, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on les a vus porter, je pense, un monument, je ne sais pas, une statue de la puis marcher avec. Ça, en fait, ils ont porté Paul Biya, c'est le seul qu'on voit. Au milieu, on ne voit plus personne. Ils ont porté Paul Biya, ils ont marché avec lui partout, là, je ne sais pas, dans une cérémonie. Donc, je vais avancer en disant, en second lieu, le chef, quand Olivier parle, il dit que la cassure est venue du fait de l'opposition. Ce n'est pas venu du fait de l'opposition, monsieur. C'est venu du fait parce que les chefs sont entrés dans le jeu politique. Ils ne devraient pas, puisque le chef est censé juger tout le village. En bon père de famille, une fois qu'il entre dans un parti politique, vous pensez qu'il a des positions différentes avec un de ces sujets. Vous pensez que ça se passe comment? Comment est-ce qu'on le règle? Moi, peut-être, je suppose, je ne suis pas en quartier, je suis peut-être du SDF. Et le chef, il est du RDPC. Nous sommes à côté tirés dans nos visions. Et moi, je vous dis, moi, je vais critiquer mon chef. Par exemple, du RDPC, vous gérez mal le pays. On n'a pas de route, on n'a pas d'électricité. Chez nous, moi, je suis de l'Est, on ne parle pas comme sous-chef, mais la politique va faire que je lui parle ainsi, obligatoirement. Donc, ça veut dire son autorité, celle que l'on léguait ses parents, et les parents de ses parents, son autorité, il va la perdre. On n'avait qu'à voir comment Mme Tomaino Ndamjoya gère avec le feu Sultan Bombonjoya à Fumban. Elle était mère, elle était mère. Et lui, il est chef, il est sultan. Et vous savez quel poids il a, mais elle lui dit, mais vous arrêtez. Elle l'empêchait de se mouvoir normalement dans Fumban. Donc voilà où la politique va mener. Je pense que le renouveau, la politique de renouveau, en voulant trop contrôler, en voulant avoir la main sur tout, est en train de déstructurer notre société. Vraiment de la déstructurer. Maintenant, pour revenir à la question que tu as posée, CWK, c'est de la all, c'est quoi, la All conférence, en Bamileke fait, Convention. All Bamileke Convention. Tout ça, ça vient, comme je vous ai dit, les choses sont engagées en politique. Et les populations voient la souffrance qu'ils endurent. Vous voyez, on souffre, mais vous partez manger avec vous qui met dans la souffrance. Pourtant, vous êtes censé nous donner un certain niveau, un certain standard. Ils ne font même pas le B à bas. Voilà 7 ans. Ces plusieurs années qui sont passées. Et vous voulez encore donner 7 ans. Pourtant, on ne voit même pas le début du commencement. Vous voyez un peu, enfin, les personnes vont dire, mais c'est nous qui vous invitons, vous les chefs. Parce que les chefs n'ont rien, hein. En dehors du petit salaire que le gouvernement les verse, ils n'ont rien. Ce sont les populations qui cotisent pour les nourrir.
qui les envoie les voitures avec lesquelles ils roulent là. Sinon, les chefs, qu'est-ce qu'ils font s'ils n'ont pas fréquenté? Pour plusieurs d'eux, ils n'ont pas été à l'école. C'est aujourd'hui qu'on les voit aller soutenir les masters doctorats pour travailler. Mais avant, ils ne fréquentaient pas. Donc, nos parents allaient au champ, cherchaient à manger, nourrissaient les affaires, etc., envoyaient les voitures et tout pour qu'ils puissent avoir un niveau de vie d'un chef. Aujourd'hui qu'ils ont dit, bon, OK, on est avec le pouvoir en place, on est avec pour le bien, on va te soutenir. Ils font la population. OK, il va te nourrir, il ne vient pas ici. C'est tout. Point. Si vous voulez fonctionner avec eux, fonctionne avec eux. Mais sache que nous, ta population, nous, on te rejette. Alors que vous voyez aujourd'hui des chefs, ils ne vivent même plus dans les villages. Moi, le chef de mon village, il ne vit pas au village. Il vit à Tchang. Et le week-end qu'il y a de il descend, il remonte. Parce que la population le vomit. Quand sa voiture reste embourbée en route, tu vois, les gens traversent. Et je crois, je suis à l'ouest du Cameroun, s'il vous plaît. Où nos coutumes sont encore, je pense, on a encore bien ça. Aujourd'hui, souvent, sa voiture est bloquée, les gens traversent, ils ne regardent même pas. On dit, ah, c'est ce que tu veux. Parce que si tu ne voulais pas de ça, tu ne serais pas au DPC. Donc, moi, je pense, Monsieur Olivier, qu'il faut vraiment prendre ça. C'est vrai que nous sommes dans le jeu politique, il faut gagner. Mais il faut aussi voir demain, après que vous avez gagné, qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants? C'est la question que je vous pose. Sur le plan traditionnel, vous allez leur dire quoi? Que le chef, on le respecte. Qu'on ne le respecte pas. En fait, il y a tout ça. Prenez tout ça encore. Ne voyez pas l'instant. Et ne vous voyez pas vous. Ce qu'on fait, ce n'est pas pour nous, c'est pour demain. La dette qu'il y a là, moi, je ne pourrais pas payer ça. Cameroun, même s'ils me donnent 10 vies, pour mes enfants, eux, ils pourront payer. Mais il faut que je commence, il faut que je pave au moins la route pour qu'ils viennent finir. Merci, c'est WK. Bon, voilà qui est dit. Parole à toi également pour la dernière prise de parole sûrement sur ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup encore à dire là-dessus. Bon, parole à toi sûrement, Kemoun, pour terminer. Est-ce que quelque part, les gardiens de la tradition, comme on a l'habitude de les appeler, et aussi ceux-là qui sont les autorités religieuses, qui sont parmi les meilleurs guides, ne sont pas en train de se tromper en décidant que ce soit aussi bien l'évêque de Bafoussam qui semble avoir un peu une petite repartie quand même pour l'opposition, ou bien certaines autorités traditionnelles qui ont une repartie plutôt pour le parti au pouvoir. Est-ce que quelque part, les deux entités ne se trompent pas de combat? Bon, déjà, ce que nous vivons à la présidence de la République, n'est-ce pas, est l'expression même de l'État qui va mal. Parce que, voyez-vous, on dit des chefs qui sont les auxiliaires de l'administration. Et l'administration a ceci qu'elle fonctionne de façon hiérarchisée. L'information va des chefs traditionnels pour les sous-préfets, pour les préfets, pour les gouverneurs, pour remonter au ministère de l'administration territoriale à la présidence de la République. Mais aujourd'hui, quand on vient à remettre en cause toute cette échelle pour parvenir directement au chef, cela veut dire qu'il y a un problème de confiance qui commence à se poser entre l'administration et les différents relais. Aussi, aujourd'hui, on parle du RDPC, par exemple. Vous avez vu ce qui s'est passé lors du dépôt des dossiers du RDPC. Le dépôt n'a pas été préparé au secrétariat général, mais à la présidence de la République. Et le secrétaire général est venu, étant sur la table avec l'ECAM, qu'on lui a remis le dossier qu'il devait remettre à la personne qui recevait les dossiers à l'ECAM. Ça signifie que même au sein de la machine gouvernante, il y a un sérieux problème de confiance qui se pose. Ça veut dire qu'entre eux-mêmes, déjà dans ce que vous appelez machine du RDPC, il y a un sérieux problème qui se pose et ça a été beaucoup plus explicité avec ce que vous avez entendu, les querelles entre le ministre de la Communication, Sadi, et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'est pour faire comprendre qu'en fait, nous sommes dans un environnement où on ne sait plus exactement qui fait quoi, quand, comment. C'est chacun qui se bat comme il peut. Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus un dirigeant. C'est chaque structure qui essaie de s'imposer et ainsi de suite. Pour ce qui est des chefs traditionnels, je crois qu'ici, on a affaire à une certaine manipulation de l'opinion internationale. On voudrait faire croire que, en fait, tous les corps sociaux sont d'avis que le président de la République a le soutien de toutes les populations. Et le faisant, on voudrait faire comprendre aux gens que ceux-là sont représentatifs de l'électorat
Et c'est parce qu'ils auraient soutenu Paul Biya que les populations, n'est-ce pas, iront dans la même veine. Sauf que quand on parle, par exemple, de la représentativité, combien de chefs exactement à différents degrés on a à l'ouest? On a chez les Mbombok, on a dans le reste du Cameroun. Si on dirait que cela était un échantillonnage, ils sont l'échantillonnage de quoi? Là également, on a un autre problème. On parle également de la politique de l'élite. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que le RDPC a souvent sous-traité le développement à travers les élites. Est-ce que ce développement aujourd'hui est palpable? Non. Ça voudrait dire que cette politique de l'élite que le RDPC essaie de remettre sur la table, en fait, a échoué. Parce qu'au-delà de créer quelques suzerains à différents endroits, comme au Moyen-Âge européen, où à tel endroit, on avait les ducs, on avait les seigneurs et ainsi de suite, qui géraient la population au nom du roi ou de l'empereur, la population elle-même n'est pas impactée et vit ça de la manière la plus grave. Parce que quand on parle d'électricité, on parle de routes, on parle de l'eau. Ça, c'est ce qu'on croirait être l'essentiel. Mais je vais vous dire une vérité. Pour ceux qui ont des campagnes, quand vous sortez des centres urbains, Yaoundé, ici à quelques kilomètres, 45 kilomètres, vous allez du côté des Seux, vous allez vous rendre compte que la plupart du temps, le réseau téléphonique, vous ne l'avez plus du tout. C'est la même chose quand moi, par exemple, je pars de Bafia pour mon village qui se situe à environ 12 kilomètres. Je vais vous dire une vérité, c'est-à-dire c'est à des endroits que vous devez marcher avec le téléphone pour pouvoir capter quelques barres de réseau pour pouvoir téléphoner. Mais quand même, on va vous dire que parce que le chef aurait dit qu'il soutient Paul Biya et qu'il aurait une certaine influence, que toute la population serait d'avis. Maintenant, les religieux, bon, ils ont peut-être su se distancer en ne donnant pas une motion de soutien de façon officielle au président de la République. Mais je dirais que le moment était mal choisi pour pouvoir faire cette approche-là. Vous essayez de mettre sur la table en comparaison l'évêque de Bafoussam, qui au contraire crie, n'est-ce pas, la mauvaise façon de faire. Parce que sans vous mentir, personne ne s'offusquerait qu'au Cameroun, on organise l'élection de façon légale et que Paul Biya gagne. Mais la façon de gagner aujourd'hui, au lieu, n'est-ce pas, de créer une certaine cohésion sociale, crée des frustrations. Parce que quand vous vivez ce que le président comme toi a vécu dernièrement, sans vous mentir, il y a de quoi vous rebeller. Il y a de quoi vous dire, dans ce Cameroun, il n'est pas possible de croire que les choses se fassent de façon libre et que l'élection, n'est-ce pas, soit tenue en compte pour pouvoir changer le pouvoir. Et quand vous vivez cela et que vous semblez être dans cette république et dire que vous aimez le Cameroun, ça veut dire que même vous-même, vous n'avez même pas conscience de votre place en tant que citoyen. Donc, les Camerounais, je crois, aujourd'hui, sont très conscients, ont pris de plus en plus un intérêt pour la chose politique et savent que ce qui est en train d'être fait là ne prend plus personne. Et le moment venu, je crois que chacun prendra ses responsabilités. Et ces élites-là, qu'on présente aujourd'hui comme représentants du peuple camerounais, seront mis en minorité comme le RDPC l'est aujourd'hui. Voilà qui est dit pour ce qui est de ces deux premiers sujets. On va passer une fois encore à ce sujet de société qui émeut véritablement la place publique au Cameroun. Et on a l'habitude de le dire, une fois qu'il y a mort d'homme, on sera toujours choqué. Elle s'appelait Mireille Bella. Merveille Bella, pardon. Donc, c'était son nom. Elle s'appelait Merveille Bella et elle avait l'habitude de faire de très jolis TikTok. C'est ce que l'on retiendra sans doute d'elle parce que elle n'est plus, depuis quelques jours, morte, assassinée vraisemblablement d'après les premiers éléments qui ont été vus par tout le monde. Est-ce par une overdose? Est-ce par un viol qui aurait mal tourné? Du moins, est-il que le nommé Bansena, qui est un membre des forces de l'ordre camerounaises, a été appréhendé et tout simplement depuis quelques jours au niveau du set, il est en train d'être cuisiné. Alors, on a
poser la question aujourd'hui dans notre podcast pour la simple raison que depuis quelques années, depuis quelques mois, pardon, le même cas pour ce qui est de Martinez Zogo avec une enquête qui n'en finit plus, avec tout simplement les autorités qui ne savent plus à quel sens se vouer et surtout les familles qui n'arrivent pas à faire le deuil, eh bien, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible, et je vais poser la question à Sepiro d'abord, qui quelque part a fait beaucoup de publications récemment sur ce sujet, est-ce qu'il est possible actuellement au Cameroun de parler d'une sorte d'indépendance de la justice? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé avec le cas de Merveille Bella? Ok, CWK. D'abord, je vais saluer l'âme de cette jeune dame, créatrice de contenu. Bon, c'est vrai que je ne la connaissais pas avant. C'est tout récemment que Peut-être tu j'ai vas parler commencé. un peu dans ton micro, Sepiro, pour que ce soit plus fort. Je dis, cette dame, moi, je ne la connaissais pas avant. Donc, Voilà, on t'écoute mieux. je vais saluer son âme. Donc, je ne la connaissais pas. Elle est partie. Il n'y a que l'âme qu'on peut saluer. L'âme qui n'est pas matérielle. Donc, comme j'ai dit, mon âme salue son âme. Et on va avancer sur l'analyse des vivants. Moi, je ne connaissais pas cette dame. Et le fond de l'affaire, je ne la connais pas. Je préfère laisser la justice s'en occuper. Dans ce pareil cas, en fonction des intérêts en jeu, la justice peut se mettre vraiment en marche et elle agit ou elle n'agit pas. Maintenant, il faut aller du côté des intérêts. Qui a intérêt dans cette affaire? Moi, je ne suis pas parti sur le cas de la dame, de Dame Merveille ou même de Monsieur Bonsena. Parce que si ce n'était que deux, je ne pense pas que nous serons ici. Ça serait passé comme d'habitude, comme les autres faits. J'ai parlé parce qu'il y a un nom qui revient. Le nom du directeur ou pas du promoteur de la société OneXBet, le Paris sportif, et mari d'une de nos actrices, Murray Blanche, pour ne pas la citer. Je me suis intéressé à la fait parce que leurs noms reviennent. Dans ces cas, ils sont les mêmes personnes qui sont en face, les mêmes lanceurs d'alerte qui tirent sur eux. Regardez bien, moi je parle de Zimanto, Harold Ketch, en fait, ce sont des personnes publiques. Donc, toutes ces personnes-là, ils sont toujours groupés ainsi. Donc, j'alertais plutôt les gens de dire, laissez la justice faire son travail. Ne prenez pas un camp de peur de vous retrouver dans le cas qu'on a connu bien avant, l'affaire Bobda. Si vous vous souvenez, l'affaire Bobda, ça a retenu le monde, et pas le Cameroun seulement, le monde. Mais à la fin, qu'est-ce que ça a donné? Aucune femme, je dis aucune femme de toutes ces influenceuses, jeunes filles dont on disait qu'elles se plaignent, on était peut-être 80 ou 100 ou 200 victimes. Mais vous ne voulez pas me dire que sur ces 200 femmes, on n'a pas eu une seule femme qui ait pu se rendre à la PJ pour témoigner. Le monsieur, moi j'ai dit, je ne prends pas son parti. Il peut avoir ses fantasmes, il peut avoir son attitude qui est mauvaise et tout. Oui, mais laissez la justice peut-être la justice de faire son travail. Et ils ont fait tellement ce tapage dans le cas de M. Bobdala. À la fin, moi, j'ai creusé un peu, et il y a une affaire de succession qui ne dit pas son nom derrière. On parle en milliards parce que son papa a laissé des milliards. Qui veut contrôler sa fortune? Ça, on ne sait pas. Mais il fallait l'écarter du game. En temps en prison, on devait lui enlever l'administration des biens pour donner à quelqu'un. Aller chercher. Dans le cas présent, c'est M. Steven Bienou, la tête de OneXBet, il brasse des milliards, je dis par jour au Cameroun. C'est pour ceux qui sont intéressés un peu à combien ça rapporte OneXBet par jour. Il brasse des milliards. Il y a une affaire qui est passée avant, toujours comme ça. Il était impliqué. En fait, donc là aussi, moi je dis aux Camerounais, faites un pas en arrière. Les deux fois, la première fois qu'il sort pour faire une vidéo, un live, c'était avec l'affaire Steve Bobda. Je vous dis, ça pèse des centaines de milliards. En fait, plusieurs milliards. Je ne vais pas dire centaines, parce que c'est plusieurs milliards. Il est sorti pour la première fois. Ça m'a alerté. Cette fois, il ressort. La même chose. Regardez, c'est le même cheminement. Les gens disent tout et n'importe quoi. Lui, peut-être il trempe dans les mauvais trucs, mais cherchez où va l'argent. Dès que vous trouvez de quel côté l'argent penche, vous trouvez pourquoi on en est là. Donc, je passe la parole aux autres.
D'accord, je vais passer peut-être la parole d'abord à Joe. Justement, Joe, on a observé que depuis quelque temps au Cameroun, des enquêtes, on les initie, mais on n'arrive jamais à la fin de celle-ci, du moins. On a toujours l'impression que c'est une opacité du système du système d'IA. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir de ce qui va se passer? Peut-on déjà se projeter sur la future enquête sur la mort de cette jeune dame, Vein Bella, si jamais tu as eu vent de de cette information qui choque l'opinion camerounaise actuellement? Ouais, c'est toujours avec beaucoup de tristesse qu'on évoque des sujets pareils. Et je voudrais souhaiter à la famille beaucoup de courage et voilà, que son âme puisse retrouver la paix qu'elle mérite. Revenons maintenant au sujet en soi. Franchement, je je sais pas si on aura un jour les résultats de cette enquête. Bon, je sais pas où ça. Il y a plusieurs cas comme ça au Cameroun où on commence, on ne va jamais jusqu'au bout. Est-ce qu'ils subissent des pressions ou est-ce que la justice est réellement indépendante? Des questions peuvent, on peut se poser des questions. Voilà, tout à l'heure, Sepiro disait, quand on sait où va l'argent, on peut savoir. C'est la justice de l'argent. L'argent, est-ce qu'ils seront inquiétés un jour? Je ne crois, je ne sais pas. Mais au-delà de ça, ce qui m'interpelle un petit peu dans cette affaire, de ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'on parle on parle de drogue. Comment, en présence d'une personne des forces de l'ordre, quelqu'un peut arriver à consommer de la drogue, qui est quelque chose d'assez interdit? Donc, c'est comme si on disait que, il y a, excusez le terme, un viol s'est passé en présence des forces de l'ordre. Il faudrait qu'on fasse vraiment la lumière sur cette affaire. On a des enfants, on a des sœurs et ça pourrait arriver à n'importe qui. Il faudrait qu'on fasse la lumière sur cette affaire et que la justice fasse vraiment son travail. Je fais un vœu pieux, j'ai la naïveté d'espérer quelque chose, mais bon, je sais pas. D'accord, Joe, on aura compris véritablement le sens de tes paroles. Mais je vais passer aussi la parole à notre ami, c'est pas c'est Pierrot, il vient de prendre la parole, à notre ami Kemoun. Justement, avant de comprendre véritablement si on va arriver à une sortie de piste un jour quand on parle d'enquête au Cameroun, est-ce que ça ne semble pas être quelque part un des points forts ou bien plutôt un des points faibles du système BIA, c'est-à-dire ne jamais donner un résultat tel qu'on l'attend et au moment où on l'attend? Bon, pour le dire, il faudrait déjà que les institutions fonctionnent. Mais quand vous êtes dans un environnement où les institutions sont là pour préserver les intérêts d'un individu, non l'intérêt de l'ensemble, on ne peut qu'avoir ce genre de situation. Et justement, on parle là de la justice qui devrait réguler les relations entre les individus et qu'on se retrouve dans des situations où on a plusieurs cas du genre. On avait parlé par exemple de le cas, c'est Fambo. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui avait été, n'est-ce pas, ceux qui avaient assassiné ce jeune homme au Brian niveau de, Fombo, je pense Brian Fombo, oui. justement, au niveau de l'omnisport. On a d'autres cas qui se sont passés comme ça, ce qu'on a appelé les crimes rituels, avec les filles qu'on assassinait, qu'on retrouvait les corps mutilés dans la ville de Yaoundé, et ainsi de suite. On a eu des enquêtes qui ont été ouvertes dans ce sens. On n'a jamais su exactement qui commettait de pareils actes. Et voilà une autre situation qui paraît pourtant se passer dans un lieu public. On a encore, on a des suspects, on a encore là, une fois de plus, des enquêtes. Et curieusement, chez nous au Cameroun, on n'a pas cette culture-là où les procureurs devraient avoir à rendre compte de façon publique pour que les personnes, n'est-ce pas, soient, on pourrait dire, calmées, soient rassurées de ce que nous pouvons vivre en sécurité. Parce que là, qu'est-ce qu'on a comme reflet? Que bon, c'est Dieu qui a nos vies et s'il arrive qu'on meurt, ce serait de sa volonté et que l'État, n'est-ce pas, n'a pas son rôle à jouer. Donc, on peut être là comme ça, quelqu'un rentre chez vous, vous tue, il n'y aura jamais justice et après qu'on vous ait enterré, ça s'arrête là.
on va dire qu'il y a des enquêtes qui n'aboutiront à rien. Justement, on va vivre dans l'insécurité totale, et c'est le cas aujourd'hui, où on peut venir, même les forces de l'ordre, t'arrêter, te mettre en prison, tu passes 10 ans, après un bon matin, on se rappelle qu'un individu s'est retrouvé en prison, il a passé 10 ans, et pour ne pas avoir été dédommagé, on dit que bon, les 10 ans que tu as passé, les 10 ans que tu devrais avoir en tant que... On a vécu ça au Cameroun. Et aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de militants qui sont aujourd'hui incarcérés du fait qu'ils se soient rendus, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel, pourtant pour un procès qui était dit public. Vous voyez, quand il y a autant d'événements qui se répètent au sein d'un État et que les gens vous disent quand même qu'ils sont fiers d'être Camerounais et cette façon de faire, moi, je ne m'identifie pas à ce Cameroun-là et je ne saurais, n'est-ce pas, continuer, n'est-ce pas, d'encenser cette façon de faire. Donc, que je dise que ce Cameroun-là ne m'arrange pas et qu'il faudrait que nous pensions que notre République est à reconstruire pour l'intérêt de l'ensemble, je crois que c'est la seule chose à faire. Si nous continuons, n'est-ce pas, à jouer la langue de bois, à faire semblant parce qu'on pense être du bon côté ou on pense profiter des prébendes d'une quelconque façon, sachant que même ces prébendes-là ne pourront pas nous profiter au moment venu. Donc, j'appelle toujours à la prise de conscience pour l'intérêt collectif. D'accord. Alors, je vais poser la question à l'avant-dernier intervenant. Sans doute, c'est à toi, Joe. Olivier, pardon. Bon, Joe a pris la parole. Olivier, justement, est-ce que le RDPC, parce que j'ai envie de dire que c'est quelque part le gouvernement et c'est le RDPC qui est toujours derrière tout ce genre d'inaction, on doit dire comme ça. Est-ce que quelque part le RDPC ne gagnerait pas justement à montrer patte blanche en faisant au moins pour une fois preuve preuve de sincérité et d'aller jusqu'au bout avec une enquête sans protéger aussi bien les pontes du régime que certains milliardaires qui seraient cités dans le cas actuel qui fait la une de tous les médias. Olivier, il a cassé son micro. Olivier, peut-être le micro, Olivier. Oui, vous m'entendez là? Oui, là, on t'entend. Oui, j'entends RDPC, j'entends système BIA, j'entends. Ici, on ne va pas parler on doit pas parler du système BIA, même si c'est le système, même si c'est le RDPC qui est au pouvoir. Ça reste le système qui dirige tout quand même, parce que on a l'impression que c'est parce que on n'est pas arrivé jusqu'au bout avec certaines enquêtes qui auraient pourtant pu être facilitées par le gouvernement que d'autres piétinent aussi. Là est le président de la République du Cameroun actuellement. Il n'est pas du RDPC ou bien d'un quelconque parti, bien qu'il ait une carte. Ah là là, ça fait rire. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter ça? Je suis en train de dire que Olivier, c'est toi qui vas te mettre à dos tous les gars, parce que là, j'essayais de rester concentré sur juste lui qui répète. J'ai pas bien compris. Réussi à les amener comme des abeilles. Non, juste, je veux qu'il répète. Vas-y, Olivier, excuse-moi. Est-ce que tu peux juste répéter ce que on va laisser Olivier aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Olivier, on est en train de tirer vers la fin, les gars. Il est président de la République du Cameroun. Le Cameroun a des institutions et l'État est debout, comme on le dit. Il a eu peur de répéter. Il a pas répété. On devrait, comme Sepiro l'a dit, laisser la justice faire son cours. Vous savez, une enquête, ce n'est pas une mince affaire, parce que en faisant une mauvaise enquête, on peut mettre un innocent en prison. Celui qu'on dit, par exemple, que c'est lui le commanditaire. Parce que j'ai essayé de suivre cette histoire avec des petites sorties et tout ça. Même Equinox qui a dit ce qui a été sorti par monsieur Mbassena, je pense, ce nom-là que je n'arrive pas à bien prononcer, qui a dit que il n'était pas seul dans cette histoire, qu'il y avait monsieur Mbienou et tout cela. Et
on se pose la question, pourquoi toujours ce même cercle-là et tout cela? Est-ce parce qu'ils ont le pouvoir? Est-ce parce qu'ils ont ceci qui peuvent commanditer des choses pareilles? Alors, il faudrait prendre ça avec des pincettes parce que on parle là de la liberté et du droit de chaque citoyen camerounais. Il faudrait donc laisser la justice faire son cours et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait, même si on peut reconnaître ici qu'il manque de célérité dans le traitement de ces choses. On ne va pas créer une preuve. Les preuves, elles s'accumulent au jour le jour parce qu'il y a des personnes, il y a des enquêteurs à qui on a confié l'affaire et qui rendent des comptes au procureur qui va pouvoir retenir des charges contre les potentiels accusés. Alors, je ne vois pas pourquoi on va venir mettre ça sur la tête de X ou bien de Y au nom du RDPC ou bien de quel qu'en soit le parti au pouvoir, de dire que il va du bénéfice du RDPC. Non, le RDPC ne tirerait pas de bénéfices sur le sang des Camerounais. C'est une jeune fille quand même qui est décédée là. Elle est morte. Comment elle est morte? Alors, laissons la justice faire son cours. Et moi, je crois en la justice camerounaise je n'ai jamais arrêté de le dire ici, même si ça prend 100 ans. Il y a des crimes qui ont été résolus en 30 ans, même aux États-Unis. Alors, laissons la justice faire son cours et puis ayons confiance à cette justice-là. D'accord, on a compris un peu le sens de ton propos, Olivier, même si c'est que ça ne va pas forcément. On a retenu qu'Olivier a dit que le président n'était pas président du RDPC. On a vraiment compris qu'on ne sera pas d'accord avec ce qu'il dit, mais on Non, va il a évité de répéter ce qu'il avait dit. Il a évité de répéter. Bon, il a dit en tout cas on va laisser libre quoi la justice et faire entièrement confiance. Mais on a souvenir aussi qu'il y a dans les saisons précédentes du podcast, Chicharito avec cette habitude-là de toujours dire justice pour Martinez Zogo, on a l'impression qu'à un moment, on s'essouffle à force de demander cette justice-là parce que justement, à force de mener trop d'enquêtes, on a l'impression que le gouvernement ne nous redonne sûrement pas satisfaction. Chicharito, est-ce qu'on va vers le même cas de figure avec cette affaire Bansena ou plutôt cette affaire Mervein Bella? Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Aucun. Et Olivier, c'est pour ça que chaque fois qu'il prend la parole, je vous assure, je suis mal à l'aise. Et c'est pour ça que c'est le prototype de militants du RDPC qui doivent nous donner suffisamment de motivation pour les dégager le 2 octobre. J'utilise bien le mot dégager. Voilà quelqu'un qui prend la parole en début, il vous dit que le président de la République est président du RDPC, président du Cameroun. À la fin du podcast, il réussit à vous expliquer que la même personne est président de la République, mais n'est plus président du RDPC. Et il continue en vous disant que c'est lui le président et ce n'est pas à lui de... Vous ne m'avez pas laissé terminer. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Ok. Il t'ai même de répéter. Et tu n'as pas répété ce que tu as d'abord dit. Laisse-moi, permets-moi de continuer. Si tu arrives pour ne pas s'éloigner peut-être, mais il ne faut pas te laisser distraire par Olivier. Oui, justement, qui me laisse continuer. Donc, il réussit à faire ça. Et après, il vous explique que... On t'écoute. Et après, il tente de nous expliquer que le président n'a rien à y voir là-dessus. Pourtant, c'est le président qui nomme le ministre de la Justice. C'est lui qui est le garant de la magistrature. Mais il veut nous expliquer que le président n'a rien à y voir. Le président du Conseil supérieur de la magistrature. Excuse-moi, c'est ça que je voulais dire. Mais il veut tenter de nous expliquer que non, le président n'a rien à y voir là-dessus. Et il va plus loin. Il dit, laissons la justice faire son cours. Il y a des affaires qui sont résolues 100 ans plus tard aux États-Unis. Et au Cameroun, cite-nous une affaire qui a été résolue 10 ans plus tard. Je te donne mon temps de parole. Ça fait toujours bien de faire des comparaisons sur ce qui ne marche pas ailleurs. C'est ça. Mais je lui donne 5 minutes ou bien 1 minute. Donne-moi une affaire qui a été résolue 10 ans après. Bon, vous voyez qu'il a coupé son micro, il ne dit plus rien. Je poursuis. Non, tu as bien fait de se lever. On va bientôt arriver à la fin de l'enregistrement, les gars.
dénoncer tes propos. Vas-y, je Ok, t'écoute. laisse-moi alors. Ok, laisse-moi, je continue. Tu as très bien fait d'évoquer un cas. Ici, l'affaire Martinez, moi, je ne le connaissais pas. Et apparemment, c'était même un supporter du camp d'Olivier. Mais la brutalité, la bestialité avec laquelle il a été tué m'a affecté. À un point où, pendant une année entière, je disais ici justice pour Martinez. Mais après, j'ai dit que ça ne servait plus à rien de dire ça parce que Martinez n'aura jamais la justice sous ce gouvernement-là. Il est mort le 17 janvier 2023. Nous sommes aujourd'hui en 2025. On n'a toujours pas le début du commencement de ce qui s'est passé. Avant lui, nous Mais avons tous, nous a- connaissons. on a Laisse-moi, s'il te plaît. Tu m'as dit que tu attendais que je finisse. Attends alors que je finisse d'abord. qui sont Laisse-moi finir. qui ne sont pas libres dans le cas Donc, dans le cas. ils ne sont pas libres, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont condamnés, Olivier. Mais est-ce Ça qu'on ne va veut absolument condamner rien. une procédure judiciaire? Laisse-moi terminer alors, s'il te plaît. Après, tu prends la parole. Nous avons le cas de Monseigneur Benoît Bala. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons toujours pas ce qui lui est arrivé. Personne n'a été inquiété. Sepiro a tenté de faire une affaire en disant que suivons l'argent. En gros, Sepiro veut nous expliquer, et pour une fois, je ne suis pas d'accord avec lui, que dans notre république que nous voulons tous, nous devons avoir une justice pour ceux qui ont l'argent et pour ceux qui sont pauvres. C'est-à-dire, quand tu es riche, si tu commets un forfait, on doit estimer que c'est parce que tu as de l'argent on t'en veut. Et comme tu es pauvre, parce que tu n'as pas d'argent, forcément, si on t'accuse de quelque chose, comme tu es pauvre, forcément, tu as commis cette chose-là. Moi, je dis non. Posons-nous aussi une bonne question, Sepiro. Pourquoi, dans les mêmes cas dont tu fais mention, les mêmes sont les accusés et ce sont les mêmes qui sont les défenseurs? Comment tu parviens aussi à expliquer ça? L'affaire Brian Fombor, comment tu expliques? L'affaire Martinez, comment tu expliques? La jeune dame Bella, comment tu expliques? Que ce sont tous les mêmes qui sont les accusés et ce sont tous les mêmes qui sont en défenseur. Moi, je préfère me mettre du côté des défenseurs qui, eux, accusent toujours les mêmes personnes. Mais je me On pose connaît. par contre la question, pourquoi ce sont les mêmes personnes dans les Il affaires n'a différentes qui sont toujours en train de se défendre? il n'a Pourquoi pas ce sont parlé. les mêmes influenceurs? C'est-à-dire, Chicharito, on prend des affaires différentes, on accuse des personnes différentes. Mais ce sont les mêmes Chicharito, influenceurs qui défendent. Oui, Chicharito, Pourquoi? je t'écoute. Chicharito. Je En fait, t'écoute. quand je t'interpelle, tu vois, moi, je ne suis pas en train de dire d'un qu'il est innocent, l'autre est coupable. Tu vois un peu. Je dis juste au peuple, au Camerounais que je suis, au Camerounais que nous sommes, de faire un pas en arrière, en fait, de prendre la hauteur, de regarder du haut. Je dis encore, regarde où va l'argent. Si tu vois, Oui. si tu parviens à Donc, trouver la piste de l'argent, tu m'as tu as interpellé, compris. moi qui suis dans le peuple que tu interpelles là. J'ai fait le même pas en arrière que tu m'as demandé. Je regarde donc dans l'affaire, c'était qui là, le gars qui aimait trop faire la fête là. Monsieur Tu as parlé de Bogdash. lui là. Lui, dans l'affaire Bobdan, ce sont les mêmes influenceurs qui sont montés pour l'attaquer. Et ce sont les mêmes qui sont montés pour le défendre. Dans Oui, l'affaire Brian Fombo, pardon, paix à son âme, ce sont encore les mêmes qui attaquent, ce sont les mêmes qui se défendent. Dans oui, l'affaire de la demoiselle, ce sont les mêmes qui attaquent, ce sont les mêmes qui se défendent. Mais moi aussi, je oui, me pose la question, oui, pourquoi ok. dans ces Non, affaires, ça tourne toujours autour des mêmes personnes? Pourquoi tu ne c'est te vrai poses parce que aussi cette question-là? là, là, je dis bien, tu comprends donc très vite qu'il y a une guerre de clans. C'est une guerre de camps. Et quand il y a une guerre de camps, souvent, il est préférable de ne pas prendre position parce que tu ne sais pas qui manipule qui piège qui fait quoi pour Non, arriver à une fin. On ne l'a oui, pas. mais c'est Tu là ne où l'as tu, pas. oui, mais c'est là où tu fais fausse route. Moi, je suis pas en train de regarder les camps. Moi, je suis en train de regarder les victimes. S'il vous Non, plaît. Pendant que tu dis que nous sommes dans une guerre de camps, là, qui rend donc justice à ces victimes-là? moi, je dis bien. Qu'est-ce que Ne j'ai va pas dit? la justice ne va pas Je, venir je, des influences. je vais La mettre du justice, côté de la justice. Bref. est-ce que Ah, bon, parce que allons-y. c'est parce que tu Allons-y. auras dénoncé qu'on a interpellé Monsieur Bansena? Non, sûrement pas. Oui, C'est parce que les faits
lorsqu'on refait le film de l'événement de la soirée, les gens qui étaient sur place et les serveurs et tout le monde, lorsque la gendarmerie est arrivée à ce niveau, posait des questions avec qui elle était. On a dit elle était avec M. Bansena. C'est là où il a été appréhendé pour besoin d'enquête. Ce n'est pas parce que Zumain en sort. Olivier. Si Zumain n'était pas sorti, est-ce que cette affaire aurait connu la même évolution qu'on a aujourd'hui? Première question. Deuxième question, tu parles de la dénonciation. La CONAC, institution que vous avez créée, fonctionne grâce à la dénonciation. Il faut d'abord que ça parte de quelque part. Et pourquoi moi je ne crois pas qu'il y aura une suite favorable à cette affaire? Je vous renvoie à Rivière de sang, écrit par Harold Etchemen, pour comprendre tout ce qui s'est passé dans notre pays, pour comprendre que jusqu'aujourd'hui, nous sommes là dans ces affaires-là qui jusqu'aujourd'hui restent non élucidées. Ouais, j'aimerais bien lire ce livre. Alors, on va remercier Olivier. On va remercier surtout tous ceux qui ont pris la peine vraiment de participer à cet échange. C'était magnifique. Je vais vous dire vraiment un merci groupé parce que là, on a vraiment atteint le bout du bout. Merci surtout à Olivier. Merci à Kemoun. Merci à Sepiro. Merci à toi, Ticharito. Merci également à Joe. Mesdames et messieurs, c'était... Je peux juste poser une question à Olivier juste pour la fin. On a de tirer. Juste une question, non, ça ne va pas prendre du temps. Il avait dit qu'il allait nous expliquer comment il a fait. Comment il a fait pour glisser du PCRN au RDPC. Non, ça sont des coups de passe-passe que seul Olivier pourra nous dire, hein, parce que là, il nous dira encore. Ce sont des tours de passe-passe qui peuvent peut-être... Faut rappeler aux auditeurs qu'Olivier était d'abord PCRN. Non, je n'ai jamais été PCRN, même comme j'admire l'illustre et le brillant Cabral Libby qui donne des leçons de politique à certaines personnes, à certains partis politiques. Monsieur Joe, entre la bouche et l'estomac, il n'y a que l'œsophage. Hein. D'accord, vous allez me permettre de clôturer enfin. Alors, et la pensée peut parfois devenir la panse. Mesdames et messieurs, vous comprenez la bonne humeur avec laquelle on achève cette édition. Merci à toi, Kemoun, pour ta disponibilité. Merci à vous tous, en tout cas, pour tout ce beau moment d'échange. Mesdames et messieurs, c'était votre podcast 237 Story. Vous nous écoutez depuis Spotify, vous nous écoutez depuis Apple, vous nous écoutez également depuis Deezer. Eh bien, on vous dit merci. Merci également à tous ceux-là qui nous écoutent depuis 237 Story. C'est la page Facebook. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Au programme aujourd'hui, on avait en politique une candidature consensuelle de l'opposition. Est-elle possible? En opinion, on a parlé de ces autorités traditionnelles et religieuses qui agissent en politique. Et enfin, on a parlé de société, vous venez de l'entendre, avec l'assassinat de la TikTokeuse Merveille Mbella. Le Cameroun devient-il un lieu de non-droit avec les enquêtes sans fin? On vous remercie pour votre aimable attention, je le disais tantôt. Et bien, à la prochaine pour une autre édition. Bye bye.